Bonsoir tout le monde. Salut à tous. Salut les amis. J'ai une Bienvenue question dans- que je Ouais. n'osais pas poser. Voilà, je t'ai couplé au direct, comme ça on commence bien l'émission. Super. C'est qui le nouveau Mandela? Parce que je voulais pas À passer chaque pour fois un je con, me mais je crois pose que c'est le moment. cette question, c'est le nouveau Mandela. Oui, c'est ça. Ouais. Pas compris. D'accord, ouais. Je me suis Ouais, posé puisqu'on cette est sur le question. générique, moi c'est la petite fille qui court à l'envers à la fin qui me fait flipper depuis Ouais. que je l'ai vu. Mais bon, Parlons voilà. de Donc, ouais. générique, les amis. Alors, tout de suite dans le vif du sujet, parce que concrètement, cette émission-là est la dernière de la saison 4 de ce format qu'on a. Puisqu'on va dire la première saison a commencé avec l'arrivée de Nicolas qui était en juillet 2021. On a fait une année, on a fait le déco-tour. Après, il y a eu la fin de la saison avec le déco-tour et le début après. Après, il y a eu la fin des décodeurs et il y a eu ADNM. Et maintenant, il est temps de faire le quatrième pause. Quoi. Cool. Bah, la saison Voilà. 0 quand même, avec janvier 2021 et compagnie, et il s'est passé des trucs intéressants aussi. C'était la saison Ouais. pilote. Ouais, c'était mais, le si pilote, tu, ouais. mais si tu veux, il y a un truc, c'était... il fallait qu'on trouve quelque chose, justement, on en parlait juste avant l'émission. Il fallait qu'on se retrouve tous les trois tels qu'on est, tu vois. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je changeais de personne tous les 2-3 mois, tu vois, mais ça tenait pas. Et où c'était des raisons externes qui faisaient que. Et là, on est tous les trois et en fait, on se disait, purée, heureusement qu'on s'est retrouvés parce qu'on a été un peu les garde-fous les uns des autres pour ne pas finir par entrer dans aucun des tiroirs. D'une certaine façon, tu sais, actuellement, on n'est dans aucun tiroir. On n'est plus QAnon, on n'est plus pro-Trump, on n'est plus anti-Trump, on n'est plus antisémite, on n'est plus sioniste, on n'est plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est il cool. avait dit Cubéni, je me souviens, comme tiroir. Je me Ouais. rappelle. Là-dedans, non, on moi est c'est pas entièrement non quand même. Bref. Et donc, tout ça pour dire que c'est pour ça que je compte les saisons à partir du moment où on a commencé le trio. Et c'est la chimie qu'il y a entre nous trois qui est très riche. Et les échanges qu'on fait, qui sont très riches. On a 3 points de vue. Comme je dis toujours, Rudy, c'est le doctorat ou maths, je sais pas quoi, scientifique qui veut que les choses soient claires, 1 + 1 = 2, tu vois. Nico, c'est un peu le Wikipédia intellectuel, sociologue, vendeur de Wikipédia, sextoy et voilà. Et, et moi, moi, je navigue un peu au milieu parce que je suis, je découvre. Bah, le gourou, quoi, Je- c'est normal. Voilà, d'une certaine façon. Tiens, Thierry, il a dit le mot gourou. Gourou Tenou. Oh, grand bonjour. gourou. Voilà, ça c'est le plan gourou. Thierry il nous a fait ce cadeau. C'est bon, on a fait notre partie gouroutesque. Du Sinon, coup, nous avons notre place. Mais c'était pas mal, Thierry, merci beaucoup. Alors, les amis, c'est pour vous dire qu'en fait, on fera plus de live jusqu'en septembre. La raison est très simple. C'est que j'ai pris conscience de mes limites. À savoir, j'ai lancé 50 000 projets pour l'été en disant ça va être fin en septembre. On est mi-août, il n'y a rien qui est prêt. T'as rien fait. Tu vois. Non, c'est pas que j'ai rien fait, c'est qu'il y avait beaucoup trop de choses à faire, tu vois, parce qu'il fallait les faire pendant les lives. Donc les montages du déco-tour d'avril, c'est moi qui les fais, tu vois. Les montages des clips de musique ADNM et tout ça. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de travail. Je veux pas tout énumérer. Et là, je réalise que je n'arrive plus. Je peux pas préparer des lives. La preuve, celui-là, il n'y a aucune préparation. Et je peux pas faire aussi toutes ces choses-là. Parce que les choses qu'on fait à côté, elles sont cool. Et pour la nouvelle saison, on va avoir un nouveau visuel, on va avoir un nouveau générique. Okay, donc, on a des choses qui sont super cool qui se mettent en place. On va avoir de nouveaux types de sujets aussi. Et c'est pas une toute nouvelle approche, mais c'est l'évolution de l'approche qu'on a eue avec le temps, quoi. Et D'ailleurs, attends, il est important de préciser que cette émission n'est pas en live, mais elle est enregistrée jeudi 14 août. Il est midi.
On vous dit ça parce que d'ici vendredi qu'elle va passer à la télé, il va certainement se passer des choses. de trucs. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux. Donc voilà, on vous parle de ce dont on sait, enfin de ce qu'on sait, c'est-à-dire jusqu'au 14 à midi à peu près. Et quand on dit on part en vacances, c'est entre guillemets, hein, parce que la semaine prochaine, on tourne une émission qu'on publiera dès que possible. Et pendant ce temps, il y a toutes les préparations pour toutes les nouveautés. Il va y avoir des diffusions le vendredi soir. Probablement, ça va être la série d'évolution qui va continuer. Et puis, petit à petit, on va ressortir tous les vieux dossiers comme on les avait abordés et on va les mettre dans des dossiers groupes. Donc, vous allez avoir d'évolution, vous allez avoir Obamagate, vous allez avoir Framework Disarm, vous allez avoir toutes ces choses-là pour que chacun de ces sujets soit accessible facilement. Hein? Crime contre les enfants. Oui, non, il y en a plein. Hein. Il va y en avoir des tiroirs. Voilà. Et on mettra tous ces sujets et vous allez voir que si on met tout ce qu'on a abordé ensemble dans un groupe, on a vu le problème de tous les angles possibles et imaginables au moment des faits, tu vois. Donc, ouais. Il faut préparer tout ça. Alors, sans tarder, on va aller à la section des mémés. Et cette fois, pour que vous voyez un petit peu ce que je dois subir quand je sélectionne les mémés, j'en ai pas sélectionné. OK? J'en ai pas sélectionné. Donc là, on est dans le groupe Telegram tel quel. OK? Et on va regarder comment je reçois 200, 300 par semaine pour sortir une dizaine, une vingtaine, quoi. Donc, premier. Elle est dure, ta vie, Léo. Oups. Choisir des blagues. Ouais. 413 milliards d'euros pour l'armée d'ici 2030. Ah, on n'a dit pas de politique. Ok, pas de politique. Pas de politique. Dark Vador, Dark Surpris, Dark Fâché et Dark Amish. Et Dark Vador a prévu le coup après l'apocalypse, tu vois, il est allé chez les Amish. Dark Amish. La pilule bleue qui nous dit des rues de Châteauguay et Montréal figurent sur la liste des lieux de tournage pour la saison 3 de The Last of Us, une histoire se déroulant 30 ans après l'effondrement de la civilisation. Non, mais c'est quelque chose, les routes au Canada, c'est un bonheur. Un bonheur. Ça se veut civiliser, même en Albanie, on n'a pas des routes comme ça. La route de gauche, tu vois, ils ont dû la refaire il y a 3 ans, quoi, à peu près. En tout cas, s'il avait refait il y a 3 ans, 3 ans plus tard, elle se retrouve dans cet état-là. Donc, voilà. Bon, pas de ça. Je comprends pas. Tu vois, voilà. C'est quand même ça fait réfléchir. Hein. Si le Titanic coulait aujourd'hui, on aurait eu plein de vues différentes. Je la comprends pas, mais je la trouve appropriée, celle-là. Petite maison dans la prairie. Tu vois, être connecté dans la nature, ça t'ouvre les yeux. Des retraités français demandent l'asile après avoir jeté leur passeport en espérant obtenir des logements et des soins gratuits. Voilà. Poutine, Trump. Elle est très bien, celle-là. Elle est très bien. Bon. Pas de politique. Ah oui, ok. Bon, voilà. Bon. C'est notre voisine. Les femmes de l'immeuble ont soudainement cessé d'avoir des maux de tête. Je comprends, ouais. Okay. C'est pire que Doliprane. Ouais. La femme en bikini montre 90% de son corps et l'homme est si respectueux qu'il ne regarde que les parties qui sont couvertes. C'est pas faux. Ouais. Okay. Je vois Rudy, il commence, il dit c'est long là. Si la femme a toujours raison. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas trop fan des blagues en dessous de la ceinture pendant les mémés, c'est juste ça. Ok, je les avancerai vite alors. Ouais. Si la femme a toujours raison et que l'homme a toujours tort, alors si un homme dit à une femme qu'elle a raison, a-t-il raison ou tort? Voilà. Ou les paradoxes. J'aime bien les réflexions de cet ordre-là, tu vois. Le corbeau sur un arbre perché. Ça, c'est un peu long, pardon, mais voilà. Les gens qui disent « j'ai trop envie de me faire un tatou ».
Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Il y a un degré d'exotisme là-dedans. J'ai mis une caméra dans mon frigo. Il paraît qu'il faut surveiller son alimentation. Voilà. J'avais pas vu ça sous cette Allez, on angle-là. en fait encore 3 et on arrête, moi, je vous propose. Bon, ça, c'est en anglais. Oui. Ouais. Bon. Celle-là, elle compte pas. En 2050, nous pourrons faire l'amour avec des robots. Pas ce soir, chérie, j'ai une grosse mise à jour. Oh merde. Oh là là. Purée, je plains sa femme. Hein? Je comprends pas. Il y avait un tapé à gros côté. tunnel, il y avait un camion, il s'est débrouillé pour aller à côté. En fait, c'est Ouais. ça, là. Ok. Allez, une dernière pour la route. Tout comme fait, on n'était pas complotiste, on était résistant à l'expérience de 1000 grammes. Ouais, ok. Un peuple de moutons, ouais. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que pour sortir ceux que je choisis, il y a une grande liste, mais c'est pas toujours des trucs. You can tell this. Bon, ok. Voilà pour les mémés. Maintenant, vous avez vu un petit Mémés peu sans mon sélection. quotidien. Hein. Voilà. Faites des efforts un petit peu dans, dans le truc des mémés. Peut-être ça nous aiderait à sélectionner plus vite et à en mettre plus même. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont dans le groupe. Parce que les amis, trouver des mémés toutes les semaines pendant 3 ans, non-stop, c'est hardcore quand même. Hein. Ça fait des images. Hein. Ouais. Alors, on commence avec l'article qu'on n'a pas, parce qu'il n'y a pas d'article, il n'y a pas de vignette. Voilà. J'ai pas eu le temps de préparer. Par contre, j'ai fini des choses. C'est cool. Il y a des choses qui avancent dans les projets, donc c'est bien. Et par contre, c'est pas les nouvelles qui manquent. C'est pas des choses à dire qui nous manquent aussi. Parce qu'au niveau des nouvelles, on peut jeter un coup d'œil. Il y a des nouvelles en particulier que vous voulez regarder ou on check juste le flux d'ADN? On a déjà une grosse... Allez, on va commencer par grosse nouvelle internationale, cette rencontre qu'il va y avoir entre Donald Trump et Vladimir Poutine ce vendredi 15 août. 21h30 heure de Paris avec une conférence de presse conjointe. Je sais, vous vous en foutez tous, mais bon, je tiens à faire mon professionnel là-dessus. Et la rencontre tiendra lieu à Alaska. Donc Vladimir Zelensky et les leaders européens ont été complètement écartés de ces rendez-vous. C'est savoir à quel point leur voix compte au chapitre là. Et ce que vous devez savoir, c'est que ces genres de rencontres, ça s'improvise pas comme ça. Ils se rencontrent pas pour boire du thé et discuter de la géopolitique. Tout a été déjà arrangé en amont. Ouais. Voilà. Là, ils se retrouvent pour signer carrément des trucs. Voilà, pour les trucs définitifs, même malgré les annonces, comme quoi c'est le début d'un truc, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Des rencontres de ce type, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc Zelensky, il est complètement en PLS parce qu'on le force à échanger les territoires ukrainiens. C'est exactement le sujet. Ce que j'avais vu passer, c'était qu'un représentant, un porte-parole russe avait dit que les Américains avaient fait une proposition qui leur était tout à fait acceptable. Donc, moi, c'est ce que On avait j'avais vu ça au retenu. dernier live, ouais. Il semblerait qu'il y ait de quoi... voilà, quoi. Peut-être que ça va converger, en espérant que ça converge pour la fin de cette guerre. Sachant que tous les gens qui veulent pas la guerre, manifestement, tu nous dis... Enfin, qui veulent continuer cette guerre, qui veulent pas la paix, n'ont pas été invités. Donc c'est intéressant de voir. Ensuite, dans un contexte où l'Europe vient de se coucher, de s'aplatir face aux États-Unis, ce qui montre quand même que dans le rapport de force, voilà quoi, les États-Unis sont complètement au-dessus. Entre parenthèses, tous les soutiens de la construction européenne qui nous diraient que ça permettait de faire contre-pot aux États-Unis, on voit où ça nous mène. Donc voilà, on a un contexte quand même très très intéressant pour, j'espère, aboutir à une fin du conflit. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Moi, je pense que de toute manière, ça devait forcément se décider entre ces deux puissances. Voilà. Et je pense que globalement, maintenant, il y a un positionnement de Trump. On dirait que les annonces qu'il fait, tu sais, les annonces souvent très agressives contre l'Inde, contre la Chine, etc., sont le contraire de ce qu'il fait. Donc il y a encore quelques temps, j'avais énoncé l'idée comme quoi les États-Unis, ils aimeraient s'asseoir à la table de négociation d'égal à égal avec les BRICS, même si les annonces étaient contraires à ça. Parce qu'au fond, s'ils veulent préserver en fait le dollar dans la balance commerciale du monde, et les BRICS aujourd'hui représentent plus de la moitié de la population du monde, il faut qu'ils rentrent dans ces marchés-là. Et pour rentrer dans ces marchés, qu'est-ce qu'il faut? Il faut normaliser les relations aussi bien avec la Russie, premièrement, avec la Chine et avec l'Inde.
Ouais. D'ailleurs, Non, les mais gars, si on parle de la Chine, j'ai entendu un truc, c'était NTD News, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un média français pas mal. Il y a apparemment 160 millions de Chinois qui auraient disparu des listes de population, c'est-à-dire comme s'ils n'ont jamais existé. Je suis pas en train de dire qu'il y a eu un génocide massif, je suis en train de dire que la Chine a truqué ces chiffres en termes de population pour faire croire qu'ils ont plus de population qu'ils ont en réalité. Alors certains disent que c'est pour des raisons économiques, c'est-à-dire pour montrer que la Chine a plus de pouvoir, blablabla. Et moi, je pense que ce genre de choses, tous les pays en ont fait, ajouter de la population qui n'existe pas, parce qu'il y a une motivation financière derrière. Mais le résultat de ça, c'est qu'on finit avec un chiffre sur l'augmentation de la population qui est juste incohérent. Tu vois, on est passé de 2 milliards à 8 milliards en un siècle. Et ouais, ça ne marche pas parce que la partie qui a évolué, les plus grandes les parties qui ont évolué, ils font moins d'enfants. Tu vois, c'est exactement ça en fait, parce que le phénomène exponentiel peut arriver à ce genre effectivement de démographie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poids qui sont mis sur le fait de plus faire d'enfants. Je me souviens, c'était l'année dernière, on a eu une espèce de en France d'attaque coordonnée. Avoir un enfant, c'est pas écologique, ouais. Ouais, alors il y avait ça, mais il y avait aussi avoir un enfant, genre pour élever un enfant jusqu'à ses 20 ans, et ça vous coûte genre, je sais pas, 2 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Donc, et ce jour-là, je me souviens, c'était un lundi, ce jour-là, il y avait genre 5 ou 6 quotidiens de haut rang, on va dire, enfin haut rang, pas la ville, qui avaient titré ça, quoi. Et donc il y a une vraie attaque contre la démographie qui est faite pour justifier derrière après les phénomènes d'immigration massive et tout ça, mais en gros, pardon. En gros, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on voit le mensonge omniprésent qu'il y a pu avoir à tous les niveaux, sur tous les sujets qu'on a abordés, en gros, je veux dire, il y a une espèce de truc qui revient souvent. On arrive ici, on prend un sujet, puis on se rend compte, les médias mainstream nous ont raconté n'importe quoi sur ce sujet-là, et ça fait 5 ans qu'on fait ça, en gros. Donc, dans cette optique-là, sur un sujet aussi important que la démographie, parce que le sujet important de la démographie, puis après on nous fait comprendre qu'on est trop sur la planète, donc ça justifie de faire tout un tas de trucs coercitifs et des confinements énergétiques et des choses comme ça, parce que tu comprends, on est trop et on a un cancer de la planète, etc., etc. Je veux dire, il est sûr qu'une information aussi peu vérifiable que la population d'un pays comme la Chine, elle a été modifiée, quoi. Et les gens qui ont le contrôle sur ce curseur-là, ils ont un certain pouvoir, c'est certain. Moi, je crois qu'on est sur le point. On va mettre un petit coup de couteau, un petit coup de chlasse au narratif comme quoi on est en surpopulation mondiale. J'avais vu une démonstration d'un mathématicien qui est plutôt excellente. Il dit, de toute manière, le standard international alimentaire pour les pays en termes de réserves stratégiques, c'est 1 tonne d'aliments par personne par an. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il a comparé les réserves stratégiques des pays civilisés, on fait cette comptabilité plutôt bien, il a remarqué qu'en fait, il y en a moitié moins. Et il a dit non, mais c'est pas possible. Et c'est pas possible, ça veut dire que c'est pas respecté. Et du coup, il suggère que la réalité, c'est que les chiffres de la population, ils étaient gonflés exprès. Pourquoi ? Parce que les pays, tu sais, ils peuvent avoir les crédits, les dettes, etc., en promettant les remboursements sur les générations futures qui vont produire un travail, donc du coup de la richesse, etc. Et donc plus tu dis que ta démographie est vivace, plus tu peux obtenir des crédits pour le développement des infrastructures. Tu as une raison de tricher dans les chiffres. Il te donne une raison de tricher dans les chiffres. Pourquoi ? Parce que l'économie est basée sur les naissances. Pourquoi ? Parce que ce sont celles-ci qui vont payer la dette qui est en train de se cumuler maintenant. Tu vois ? Donc, plus tu as des gens... Et c'est pour ça, dans l'Occident, au lieu de la triche, ils ont choisi à la fois de tricher un peu, mais aussi la stratégie de l'immigration. Emmener beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que chaque immigré qui reçoit la nationalité, il est considéré comme un nouveau né. Tu vois ? Ça ajoute dans les statistiques et donc ils te disent, ouais, c'est pas... On n'a peut-être pas assez d'enfants, mais on a beaucoup d'immigration qui arrive. Donc, il y a quand même de la nouvelle main-d'œuvre qui va pouvoir payer les dettes, etc., etc., tu vois. Mais ça veut dire que le chiffre de 8 milliards, il est sorti pratiquement de nulle part, en fait.
Parce que c'est un cumulé d'un gros tas de chiffres totalement trafiqués. Dans le cas de la Chine, on parle de 160 millions de personnes. Tiens, attends, je vais trouver la vidéo. Donc ça fait quoi, 10% de la population, quoi. Donc, ouais, ça fait le Japon. Ça fait la population du Japon. Quand même. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais tu prends, je veux dire, un 10% de la population, faute d'un meilleur chiffre, ça peut être la base de triche qu'on peut imaginer pour, en moyenne, l'ensemble des pays. Ce qui fait que, par exemple, on peut déjà réduire la population de 900 millions d'habitants, donc de presque 1 milliard, ce qui est quand même pas négligeable. Mais bon. Tiens, j'ai trouvé la vidéo. C'est NTD, c'est bien ça. Des centaines de millions de Chinois se sont volatilisés. Où sont-ils? Et justement, il explique qu'est-ce qui s'est passé avec les chiffres et tout. Et puis après aussi des raisons probables. Mais surtout, on ne peut pas ignorer 160 millions de moins. Bref, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été tués, qu'ils étaient là, qu'ils ont été tués et tout ça. Encore une fois, ça veut dire que les chiffres ont été gonflés artificiellement. Donc, autre nouvelle, puisqu'on est parti, on parlait d'autres choses tout à l'heure, on parlait de la rencontre Poutine-Trump. Ouais, voilà. Attends, est-ce qu'avant qu'on passe à une autre nouvelle, je peux rajouter un détail qui est plutôt intéressant. Donc, ils vont se rencontrer en Alaska. Et Alaska, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1867, Alaska a été, le bail de l'Alaska a été vendu aux États-Unis pour une certaine durée de temps par si je ne me trompe pas, Alexandre II, mais j'ai pas envie de dire des conneries. Mais bref, un tsar russe parce qu'il voulait, de son côté, développer les chemins de fer russes. Et ce qui est curieux, dans une conférence de presse, Trump, il a dit « Ouais, je me rendrai en Russie pour rencontrer Poutine ». Alors qu'Alaska, bon, c'est aux États-Unis. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils veulent remettre... Normalement, le bail, il s'est terminé, mais qui c'est qui peut revendiquer un territoire après 100 ans et des générations qui ont grandi ici? Personne. Je veux dire, c'est complètement improbable. L'usage... Non, par exemple, il y a ces îles de Diomède, là, qui sont... C'est ça, les îles de Diomède, sur lesquelles... tu peux zoomer. C'est pas là qu'elle aura lieu, la rencontre? C'est pas sur les îles de Diomède? Ça, c'est ce qui a été suggéré, mais moi, j'ai vu une information comme quoi ce serait à Anchorage. Anchorage en... Parce que les îles de Diomède, c'est des îles qui sont toutes proches, mais c'est là où on passe. Tu sais, t'as l'espèce de fuseau horaire qui passe, qui fait que là, il y a quelques kilomètres entre les deux îles. Mais t'as 24 heures. 2 jours d'écart, 24 heures d'écart entre les ouais, deux îles. Il y a 24 heures d'écart. Ça pourrait être, je sais pas moi, une espèce de signe. À île Diomède, il n'y a rien. Ça a l'air d'être que des montagnes. Ah oui, il n'y a rien. Ah oui, non, c'est rien. Il n'y a que des militaires. Sur celle de Grosse, la gauche, il n'y a que des militaires. Il y a une base militaire et des trucs d'observation, c'est tout. Ouais. Et l'autre détail, c'est rigolo, je montre la carte parce qu'on a tendance à oublier, tu sais, sur les cartes qu'on nous montre, on nous montre Russie extrême droite et États-Unis extrême gauche, tu vois. Et non, en fait, ça se rejoint, c'est très près. Donc, ils ne doivent pas aller très loin pour se rencontrer. S'éloigner. Donc, le lieu, il est hautement symbolique. Le lieu est hautement symbolique parce qu'il est le reflet de l'histoire. Il est le lieu symbolique parce que c'est le point commun historique qu'il y a dans l'interaction de la Russie et des États-Unis. Mais il y a aussi un autre symbolisme, c'est qu'il y a actuellement une course au contrôle du pôle Nord en fait, et de l'océan Arctique. Comme ça s'appelle la nouvelle route de soie. Et si ce lieu était choisi, il se peut aussi qu'il y aura sujet de l'exploration, quoi, de l'exploration et exploitation de l'Arctique. Pour moi, ça me semble cohérent. C'est le mot exploitation, j'aime pas qu'on en parle des choses. Forcément, c'est de l'exploitation. Ouais, mais bon. Et donc, puisqu'on est sur le sujet, enfin, on n'est pas encore sur le sujet, mais je l'utilise comme on a eu une interview que je pense beaucoup attendaient depuis très longtemps. Alexis a été chez Idriss. Si je me souviens bien, il y a eu une période où il y a eu un petit comme accrochage ou genre un désaccord, tu vois, entre les deux et ils ont discuté en privé, ils ont fait cette rencontre. Donc Idriss, qui est spécialisé dans un paquet de choses et qui a été genre un phare sur un tas de domaines avec un intellect extraordinaire, c'est des compréhensions cognitives assez profondes. Et Alexis, de son côté, un expert dans le plan de Trump et de la dévolution et de toutes ces choses-là, avec des compétences qu'il n'y a pas grand monde qui en ont dans la francophonie en général. Okay? Et du coup, là, on a eu ces deux points
qui n'étaient pas vraiment en guerre, mais qui cherchaient à s'imbriquer, à se poser ensemble, tu vois. Je trouvais ça super intéressant et ouais, en fait, je voyais Idriss accepter sans beaucoup de difficultés ce que Alexis disait, alors que je suis sûr la même conversation il y a 3 ans, elle risquerait de se passer différemment, tu vois. Mais là, Idriss qui trouvait beaucoup plus acceptable ce que disait Alexis, parce que l'actualité est en train d'aller à 200% dans cette direction-là. Tu vois, donc ça veut dire que écouter Alexis aujourd'hui, ça devient un petit peu plus facile enfin, on est moins combattu par la dissonance cognitive qu'il y a 3-4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pour la majorité. Et donc, le fait de voir ça, moi, simplement le fait de voir cette interview et le fait de comment les deux, et d'ailleurs, ça s'imbriquait pas mal. Ce que disait Idriss et ce que disait Alexis, c'était vachement complémentaire, je trouvais. Le fait que ça, c'est possible, je pense qu'on est dans une étape, justement, c'est aussi la raison pour laquelle on fait une pause maintenant, c'est parce qu'on entre dans un nouveau truc là. Ça fait quelques jours qu'il y a des dossiers qui sortent de tous les côtés et il y a l'effondrement du narratif ancien qui est en train de se faire par tous les côtés. Tous les côtés. Moi, j'ai une petite parenthèse là avant qu'on passe sur ce sujet-là, c'est que j'ai pas vu l'émission, mais effectivement, j'ai beaucoup suivi Alexis. Idriss, c'est quelqu'un que j'écoute aussi avec beaucoup d'attention. Et quand tu vois le niveau intellectuel des deux personnages, j'imagine que le débat est à la hauteur de l'intellect de ces deux personnages. Et je compare ça avec ce qui passe à la télé, là, où dernièrement, il y a des experts qui te disent mais tout est son contraire, mais genre sans la moindre forme d'intelligence. Et je pense que c'est ce grand écart est quand même un signe du chemin qui a été parcouru pendant toutes ces années, où maintenant, en fait, oui, sans dire qu'ils ont raison sur tout, quoi que ce soit, mais il y a quand même beaucoup plus d'intelligence, on va dire, dans les médias journalistes et compagnie, que ce qu'on peut voir à la télévision, où finalement le niveau est en train de chuter encore et encore. Là, il y a eu un tweet, c'était François Asselineau là, qui a tweeté ça, quoi. En gros, ils sont passés, il y a eu un truc, il disait, ouais, alors il y a un an, finalement, un dollar, ça valait 110 roubles. Aujourd'hui, un dollar, ça vaut 80 roubles. C'est un signe du fait qu'en fait, la Russie va super mal et tout ça. Donc en gros, prendre des informations et en arriver à la conclusion exactement contraire de ce que de ce que la réalité indique, quoi. Et voilà. Et d'un autre côté, on a Idriss Aberkan et Alexis Cossette qui sont en train de débattre sur des choses où finalement l'actualité, comme on va le voir, j'imagine tout de suite, leur donne un peu plus raison chaque jour. Donc tu sais, là, tu viens de dire quelque chose d'essentiel parce que c'est une des raisons principales pour laquelle moi, je vous ai dit, les gars, on doit faire une pause là parce que je dois reconfigurer des choses. C'est parce que ça fait maintenant plusieurs jours que je suis en train d'étudier le concept de Alice au Pays des Merveilles en tant qu'opération de la CIA. OK? Apparemment, la CIA est là en cours depuis plusieurs décennies une opération qui s'appelle Alice au Pays des Merveilles. Cette opération consiste à déstructurer psychologiquement les individus parce qu'apparemment, quand cela arrive, l'individu a l'impression de chuter dans le vide, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui devient cohérent et il a l'impression de tomber, tu vois. Et comme nous, quand on est dans une chute libre, on cherche à s'accrocher à tout et n'importe quoi sans voir si c'est un morceau de verre, une épine, un rosier avec des épines, tu sais, on s'en fout d'être blessé à ce moment-là parce que ce qu'on veut, c'est survivre. Ce même principe, il est appliqué psychologiquement avec le concept d'Alice au Pays des Merveilles. Okay? Et c'est exactement d'ailleurs ce que raconte cette histoire, Alice au Pays des Merveilles, et pourquoi le lapin blanc est important, c'est parce que c'est lui qui fait le lien entre la réalité extérieure et le monde des merveilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui a emmené... Le monde du rêve. Voilà. C'est lui. Et du coup, si tu restes proche du lapin blanc, tu peux retrouver la sortie, tu vois. Tu ne vas pas te perdre dedans. Bref. Et donc, ça veut dire quoi? Tu viens de dire que c'est spécialistes médias qui te disent l'un et son contraire en même temps. En fait, c'est la stratégie fondamentale pour provoquer une déstabilisation, une déstructuration de la personne en face, de cette pensée. Tu bombardes les gens avec des informations contradictoires au point où ils ne savent pas quoi croire. Et quand ils ne savent plus quoi croire, là, ils sont en chute libre.
Ok. Donc, et quand ils sont en chute libre, ils cherchent à s'accrocher surtout à n'importe quoi. Historiquement, l'ensemble des pouvoirs autoritaires sont mis en place à travers ce système-là. Ça arrivait souvent après les guerres ou dans une guerre, les personnes, les priorités changent, tu vois. Donc, et cette opération-là, elle est toujours en cours. Et le fait d'étudier cette opération que je vois se manifester dans les médias mainstream où c'est contradiction sur contradiction, je me dis notre stratégie doit être différente. Doit être différente dans le sens où je sais maintenant que leur objectif, c'est de provoquer la confusion à l'intérieur de moi dans tous les aspects. Que je ne sache plus qu'est-ce qui est bon, mauvais, gauche, droite, haut, bas. Tu vois ce que je veux dire? Ça se manifeste d'ailleurs avec cette histoire des genres. Une très grande déstructuration psychologique. Quand il n'y a plus d'hommes et de femmes, c'est un spectre. Oui, c'est ça. Et tu vas par là, ça se manifeste dans tous les aspects d'une manière très, très... Est-ce que vous avez remarqué que n'importe quel produit de consommation, je te prends par exemple les avocats, tu vois, le fruit de l'avocat. L'avocat, c'est très bon pour la santé, on va te dire ça. 3 mois après, on va te dire l'avocat, c'est très très mauvais pour l'environnement. Ouais. La crème solaire, il faut la prendre parce que sinon, si t'as pas assez de soleil, tu vas développer des maladies. Si jamais tu te mets trop au soleil, tu vas développer des maladies. Tu vois, il faut utiliser. Non, c'est même pire que ça. C'est qu'après, il y a par contre, il faut pas aller dans l'eau avec la crème solaire parce que ça pollue les eaux. Voilà. Ce que je veux te dire, c'est que tous les éléments sont sujets de confusion. Finalement, tu peux pas te dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. Tu te retrouves juste avec ton tiroir du milieu, si jamais tant est que t'en as un et que t'as une espèce de forme d'organisation intellectuelle qui est de plus en plus plein. Et si jamais t'en as pas, tu te retrouves constamment en train de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et tu te retrouves. Et ça, c'est la pire situation avec des éléments qui sont dans les deux tiroirs, en fait. La double pensée, la fameuse double pensée d'Orwell. Tu peux penser que quelque chose est vrai et faux, la même chose, qu'elle est vraie et qu'elle est fausse en même temps. Tu peux penser que ça c'est bien et que c'est pas bien en même temps. Et ça te met dans une espèce d'état, comme tu le pointes très bien, très justement, de confusion permanente, où finalement, quand tu es dans la confusion, qu'est-ce qui reste ? Il reste juste à faire confiance et donner son autorité à des forces, à des pouvoirs extérieurs, qui finalement, c'est exactement de ça dont on parle depuis combien de temps ? Il y a un moment. Il y a un truc qui s'appelle la preuve sociale chez l'être humain. Et la preuve sociale, c'est quand tu es dans une situation de stress dans laquelle tu sais pas vraiment quoi faire, tu vas te référer à l'humain le plus proche de toi pour savoir comment il faut réagir dans cette situation. C'est pourquoi tu observes dans les grandes villes qu'il y a quelqu'un qui est par terre et il y a personne qui s'arrête, qui enjambe les gens, il l'enjambe, etc. Et c'est parce que il y a une personne qui l'a enjambé que la personne derrière, elle a dit c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire que ce soit, je sais pas, un paumé, un pauvre, un drogué, etc. Plutôt que de l'idée. Voilà. C'est parce que tu es dans un état de stress, d'incompréhension d'une situation et ce qui est le comportement adapté, tu vas te référer à l'humain prochain. Et normalement, c'est le plus quoi proche de toi. Et qu'est-ce que ce serait la manière saine d'agir ? C'est de suivre ton compas intérieur, ta boussole, ce qu'on appelle la morale. Alors la morale, socle moral, des valeurs religieuses et spirituelles pour ceux qui sont là-dedans. Mais l'idée, c'est qu'on est face à une situation qui consiste à une société qui a pour objectif de nous saper ces valeurs morales. Sur les fondamentaux, il y a plus de culture, il y a plus d'État, il y a plus de pays, il y a plus de genre, il y a plus de rien. Donc tout, c'est ça. Tous les figure-toi. Là, tu touches un point très intéressant, Rudy, parce que justement, je me suis demandé qu'est-ce qui a pu créer l'espèce de dissension ou petite tension qu'on pouvait avoir entre les commentateurs d'actualité et globalement du monde. Et en fait, j'ai pas mal réfléchi, je me suis dit, mais c'est parce qu'on n'adopte pas les mêmes logiques. Par exemple, tu peux adopter une logique du point de vue de l'État. L'État, c'est quoi ? C'est pas un être humain, c'est une superstructure qui a son propre mode de fonctionnement, donc en quelque sorte même sa propre morale, d'une certaine manière. Et cette morale, c'est je dois obtenir un résultat, qu'importe les moyens. La fin justifie les moyens. Mais la logique d'un être humain, qui est d'un individu humain, c'est quoi ? La fin ne justifie pas toujours les moyens. Pas toujours. Même que très souvent, on abandonne la fin parce que les moyens, par exemple, sont trop gros. Alors que l'État, la fin d'un point de vue d'un être humain... La fin d'un point de vue d'un être humain, c'est la même pour tout le monde, quoi, tu vois. C'est-à-dire dans une petite urne ou entre 4 planches, quoi, tu vois. Donc de ce point de vue-là, tu peux pas justifier de toute façon. Oui, mais si je parlais pas de cette fin-là, je parlais de l'objectif. Détrompe-toi, la fin n'est pas la même pour tout le monde.
Ouais. Là, je te parle oui, du point de vue matière. Hein, là, uniquement. C'est-à-dire, il y a eu des époques où on avait plein de choses. Il y a eu des époques de grande pauvreté et de famine. Et on a été surpris de constater qu'on peut vivre en mangeant beaucoup moins. Et il y a des gens qui pratiquent ça, qui mangent très peu. Et ceux-là, ils peuvent aller 1 ou 2 semaines sans problème, sans manger, tu vois. Ça va pas être la même faim chez eux que à celui qui se goinfre du matin au soir de fast-food et de je sais pas quoi, tu vois. Mais là, on parle pas de la même faim. Des choses qui te donnent envie de manger encore plus. En 4 lettres. Lui, Je parle de F1N comme objectif, en fait. Pour l'État, l'objectif, s'il est atteint, il justifie toujours les moyens que tu mets dedans. Ouais. C'est-à-dire que de l'instant où la fin, donc l'objectif, il est bénéfique pour l'État, qu'importe s'il y a des gens qui vont mourir, qu'importe s'il y a des gens qui vont souffrir. Oui. Parce qu'il a sa propre logique. De notre point de vue, c'est inacceptable. Et ce qui est justement, et c'est cet élément-là, en fait, qui à un moment donné crée une incompréhension et peut-être une dissension entre les personnes de façon dont on commente les choses. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont épousé la logique de l'État, certes, ils ont raison, mais du point de vue de l'État. Hein ? Mais du point de vue humain, les sacrifices demandés ne sont pas acceptables. J'ai mal entendu faim et faim, mais en même temps, c'est pas impertinent ce que j'ai dit, parce que la faim en soi, c'est manger, c'est un objectif, et parfois, celui-là, c'est celui qui va justifier tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que je dis, on n'a pas tous la même faim. Ceux qui mangent beaucoup, ils vont entrer dans un état de panique et ils vont avoir plus de facilité à sombrer dans l'immoral pour se remplir le ventre, alors que ceux qui ont l'habitude de résister, de tenir des plus longues périodes, ceux-là, ils sont plus résistants à tomber dans l'immoral pour remplir leur ventre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est marrant parce que moi, quand je te parlais de la faim, je te parlais de la fin de la vie, où finalement c'était quelque chose on a tous une maman et on va tous finir décédés. Et pourtant, non, on n'a peut-être pas tous la même fin, dépendant de tes croyances spirituelles et des choses comme ça. Rien que si jamais tu prends, le dogme classique catholique, il y a des fins très différentes. Donc en fait, sans faire exprès, on a eu plein de niveaux de lecture pertinents dans cette histoire. C'est comme s'il y avait un petit ange qui avait parlé à travers nous. C'est clair. Alors maintenant, les amis, pour revenir, parce qu'encore une fois, cette histoire d'Alice au Pays des Merveilles, moi, ça transforme toute ma perception de ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas que ça change, c'est que c'est une évolution qui atteint un stade où maintenant je suis obligé de prendre des contre-mesures. Pourquoi ? Parce que je remarque que je suis ciblé directement comme chacun de nous, mais que je suis victime de ça. C'est-à-dire, ils ont réussi à m'avoir. Ce que je vous dis, c'est que l'ennemi a pris le dessus sur moi. Celui qui a déclaré la guerre à l'humain. Et donc, maintenant, en tant que quelqu'un qui réalise qu'il vit dans l'Allemagne nazie, tu vois, et que jusqu'à là, il n'avait pas compris, il n'a pas vu comment la chute, maintenant je réalise où on est. Et à partir de là, moi, il faut que je fasse des choses au niveau de ma vie personnelle pour éviter d'aller plus loin, premièrement, et deuxièmement, pour pouvoir remonter la pente, parce que purée, la chute est lointaine. Et je vous dis, je pense que ça concerne tout le monde, ce que je dis. Je ne suis pas une exception, je suis la règle. Tout le monde est tombé dans le panneau parce que vous allez voir l'ennemi, pendant que nous, on regarde le cirque, l'ennemi est ailleurs. La réalité, elle est beaucoup plus proche du côté de ce qu'on avait abordé, c'est-à-dire IA, développé en même temps qu'Internet, développé en même temps que les superordinateurs, et ceci depuis les années 60. Même période, commence aussi l'opération Alice au Pays des Merveilles. Même période. Cette opération, il y a une opération. Je te donne une définition que j'ai trouvée vite. Il n'y a rien sur Internet. Okay. Il n'y a rien. Il y a juste une idée qui apparemment est réelle parce qu'elle existe dans les documents. Tu peux trouver le document de la CIA qui parle de ça. Mais les répercussions de ça, elles m'impactent moi directement. Toi directement. Toi, Nico, directement. Nous, directement. Et c'est pour ça... alors, petite définition comme je l'ai trouvée là. L'extrait suivant est tiré de Kubark, Counterintelligence Interrogation, guide de torture de la CIA, daté de juillet 1963. L'objectif de la tactique d'Alice au Pays des Merveilles, ou technique de confusion, est de confondre les attentes et les réactions conditionnées de la personne interrogée ou, dans son application courante actuelle, d'imposer le récit contrôlé à un public qui ne se doute de rien,
en recourant à des tactiques d'opération psychologique diffusées par les médias grand public. La plupart des gens sont habitués à un monde qui a un certain sens, du moins dans leur esprit, et qui soutiennent leur sentiment d'identité. Ils peuvent croire en un monde fondé sur la continuité et la logique, un monde prévisible. L'individu ou le public peut s'accrocher à ce système de croyances qui constitue sa vision du monde afin de renforcer l'identité de son ego et son pouvoir de résistance pour ne pas se plier à la volonté d'autres narrations et agendas superposés. Donc là, déjà, vous pouvez comprendre les gens qui ont cru au Covid, au vaccin, etc., etc. Okay? Ils étaient victimes d'une opération psychologique, que chez eux, ça a pris plus que d'autres. Voilà. La technique de la confusion est conçue non seulement pour effacer le familier, mais aussi pour le remplacer par l'étrange et le non-sens, normalisant les comportements lunatiques et les états de folie présentés comme sains d'esprit. Ça, c'est extrait du document de 1963. La folie devient saint d'esprit. Regardez la gueule du monde aujourd'hui. On a idolâtré les fous. On est en train d'idolâtrer des fous. Regardez les stars de l'industrie musicale et tout ça. C'est n'importe quoi. Regardez tout ce narratif woke complètement dérangé mentalement où on va apprendre des pratiques sexuelles à des enfants ou faire des danses sexuelles devant des enfants 7-8 ans. Et on prend des gens qui s'identifient à des flaques de couleur comme étant la norme à accepter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là-dedans, Alice au pays des merveilles. Et comment ils ont obtenu ça? Avec l'arrivée d'Internet. Les médias mainstream, c'était l'ancêtre d'Internet. Internet, ça a été de mettre l'ennemi chez nous. Bien que cette méthode puisse être employée par un seul interrogateur, elle est mieux adaptée à une utilisation par 2, 3 ou plus. Lorsque le sujet entre dans la pièce, le premier interrogateur pose une question à double sens. Bref, vous voulez lire la suite ou c'est bon, vous l'avez là? Non, c'est intéressant, vas-y. Non, vas-y. Ok. Lorsque le sujet entre dans la pièce, le premier interrogateur pose une question à double sens. Une question qui semble simple mais qui n'a pas de sens. Que la personne interrogée tente ou non de répondre, le second interrogateur enchaîne en interrompant toute tentative de réponse avec une question sans aucun rapport, tout aussi illogique. Parfois, 2 questions ou plus sont posées simultanément. La hauteur, le ton et le volume de la voix des interrogateurs n'ont aucun rapport avec l'importance des questions. Aucun modèle de questions et de réponses n'est autorisé à se développer et les questions elles-mêmes ne sont pas liées logiquement les unes aux autres. Dans cette atmosphère étrange, donc un joli bordel chaotique, Dans cette atmosphère étrange, le sujet constate que le modèle de discours et de pensée qu'il a appris à considérer comme normal a été remplacé par une étrange absence de sens. La personne interrogée peut se mettre à rire ou refuser de prendre la situation au sérieux. Mais au fur et à mesure que le processus se poursuit, jour après jour si nécessaire, le sujet commence à essayer de donner un sens à la situation qui devient mentalement intolérable. Il est alors susceptible de faire des aveux significatifs, voire s'épancher, simplement pour arrêter le flot de bavardage qui l'assaille. Cette technique peut être particulièrement efficace avec les personnes ordonnées et obstinées. Donc, emmener les shorts, les réseaux sociaux, c'est au mot près ça. Ils te donnent des trucs qui parlent. Regardez le flux des réseaux sociaux. Ah, je suis en vacances à Thaïlande, c'est super, c'est magnifique. Ou pédophile aux États-Unis a été arrêté après avoir découpé, blablabla. Et ensuite, regardez ce joli chat, comment il est mignon. Et après, tu sais, la comédie sarcastique aujourd'hui, il te donne des nouvelles très graves avec un ton qui n'a rien à voir avec ce qui est dit, tu sais, genre en rigolant. Ça, c'est pareil. Tu vois, ou quand tu regardes des films comme, comment il s'appelle là, Pool, quelque chose là. Deadpool. Marvel. Deadpool. On rigole avec des morceaux de corps qui s'envolent, etc. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, elles ont un impact à l'intérieur de nous, à tes souhaits et à tes amours. Voilà. Elles ont un impact conséquent à l'intérieur de nous parce qu'elles dérèglent ce qu'on considère comme normal, la structure intérieure. Tu vois? Et donc, ce que j'ai remarqué chez moi,
c'est que je passe beaucoup de temps devant les écrans. Pour ADNM, il faut regarder les réseaux sociaux tous les jours, plusieurs fois par jour, tu vois. Et mon cerveau, il a ça. Et en ce moment, j'ai la diarrhée cérébrale, tu vois. La diarrhée mentale. Et je ne suis pas le seul. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis dans cette fatigue où il n'y a plus rien qui a de goût. Comme beaucoup de monde, on avait parlé de ça à l'épisode où on avait parlé de Jung et de ce qu'il parlait du cocon. Okay? Ouais. Alors, concrètement, pour moi, on entre dans une période où on est tous en train d'être déstructurés de cette façon-là. Okay? D'une façon ou d'une autre. Le coup final viendra avec les révélations qui seront faites, où les gens qui croyaient que Obama était quelqu'un de super et quelle chance on a eu et il pleurait lors de son élection, ils vont apprendre que c'était un des pires criminels dans le gouvernement américain. Et donc, du coup, là, niveau de déstructuration, ça va le faire, tu vois. Donc, mais ça veut dire aussi qu'ils seront fragiles à accepter tout et n'importe quoi après, parce que c'est ce que ça te dit, là. C'est quand tu entres dans cet état-là, tu es prêt à tout faire juste pour que ça s'arrête, juste pour que la diarrhée mentale oui, tu es même prêt, ils disent tu es même prêt à accepter les trucs, donner du sens à des choses qui n'en entendent qu'un. Tu vois, on le voit beaucoup. Quand aujourd'hui on affirme que les hommes, par exemple, peuvent procréer, peuvent être enceintes, etc., tu vois, les femmes trans, ça n'a aucun sens. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui étaient confrontés à ces messages-là, à un moment donné, ils ont trouvé du sens et maintenant ils le défendent, et ils le défendent fermement, envers et malgré tout. Voilà, et ça que ce qu'ils défendent, par des petites choses. Ce qu'ils défendent, c'est la structure intérieure qu'ils ont développée. C'est cette chose-là, la dissonance cognitive, c'est ce qu'elle protège, cette structure intérieure. Donc là, je pense que on est en train d'entrer dans cette phase que les anciens appelaient le désert. Le désert, ça veut dire qu'il n'y a pas de structure. Oui. Je suis pas sûr, en fait. Je comprends tout ce que tu dis. Après, sur où on en est dans le temps et dans l'histoire, j'ai l'impression... Tu vois, tu me parles de ça pendant le Covid. Pendant le Covid, mais 100%. Ce que tu viens de décrire, là, le petit texte que tu nous as lu, c'était 100% ça. Le lundi, il faut mettre les masques. Le mardi, c'est interdit. Le mercredi, c'est obligatoire. Le jeudi, si t'es assis, le virus, il va pas te taper. C'est obligatoire debout, après... Voilà, donc tout ça, donc ça, oui, clairement, il y avait eu cette espèce de déconstruction qui était faite avec des injonctions qui étaient toutes plus autoritaires et plus débiles les unes que les autres. Et genre, on allait te tabasser pour ta propre sécurité parce que tu voulais pas mettre un masque, quoi, tu vois. Donc, il y avait tout ça. Aujourd'hui, et notamment vis-à-vis des sujets qui sont abordés aux États-Unis... Vaccine-toi pour protéger les autres. Oui, ça c'en est un parmi les autres. Autorise-toi à sortir. Là, moi, depuis mon retour en France, l'auto-autorisation à sortir, c'est quelque chose qui a traumatisé la population. Et mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, notamment sur la scène américaine, c'est beaucoup un retour à une forme de 1 + 1 = 2, quoi. Tu vois, regardez, on a des documents, ils nous ont dit que c'est ça qui a été fait, c'est ça qui a été dit, ils ont pris telle décision parce que c'était ça la raison. Voilà, terminé. Ce que je veux dire, donc, du coup, ces gens-là, ils ont fait quelque chose qui est vraiment très très punissable par la loi, donc on va les amener devant la justice. Et donc, espérons, ça c'est peut-être dans le futur. Et donc, il va y avoir des conséquences pour eux. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, quand je regarde ce qui se déroule en ce moment sur la scène américaine, on est justement à un retour d'une forme de sens. Alors, parce que je suis d'accord que je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit que un retour de sens, regarde comment c'est intéressant. Un retour de sens pour toi, Rudy. Ouais. Moi, j'ai des voisins ici qui sont à fond narratif, ils sont en train de péter un plomb. Mais alors ça parle de complètement. Bien, mais tu as dit que tu étais toi-même une victime de tout ça. Et donc, c'est là que je suis pas sûr de te suivre. Alors, je suis moi-même une victime de tout ça parce que en parlant des sujets qu'on parle, on participe à la déstructuration des individus. Et on participe à ce plan de l'ensemble de vouloir... On a été ceux qui ont mené la version opposée. Pendant le Covid, il y a eu tout et son contraire. Dans les médias mainstream, mais aussi globalement dans le narratif, tu avais la version mainstream et la version complotiste. Donc, tu avais les deux. Et donc là, déjà, il y avait un choix à faire et on ne savait pas quoi croire. Les personnes qui réfléchissaient, les deux côtés avaient des arguments, il fallait faire un choix, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais on a participé, je ne dis pas que c'est mauvais, tu vois, c'est ça le truc, c'est que
je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. Dans le sens où ça vient avec des conséquences. Parce que tout comme quand tu essaies de pousser vers une direction, essaie de pousser une voiture. Au début, quand tu commences, ouais, tu as la force. Et tu accélères même pour aller plus vite. Mais au bout de 150 mètres, tu réalises que le véhicule est vraiment très lourd, en fait. Tu vois? Ouais. Et après, au bout de 200 mètres, tu as la langue qui rase le sol pendant que tu pousses. Donc, si tu veux, moi, je suis à ce stade-là. C'est-à-dire là, je viens de lâcher j'arrive plus rien à pousser. Avec toi, Léo, là, de ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Moi, il y a quelques jours, j'étais de mariage. Voilà, j'ai un bon ami à moi qui s'est marié et je me suis rendu à son mariage. J'avais 15 heures de route. Aller et 15 heures de route, retour. À l'aller, on a pris l'autoroute. Alors, dans la voiture, pas de climatisation, dans les trafics de mi-août, tu vois, 40 degrés sur l'autoroute et des choses comme ça, du bruit, du trafic, de la pollution. Je me souviens, en face de moi, il y avait une BMW, tu sais, dans les bouchons, là, quand tu te retrouves pendant 3 heures d'affilée avec la même bagnole en face de toi. Le type, il m'avait rien fait, hein, il conduisait bien et tout ça. Mais j'ai commencé à développer une forme de haine pour lui, juste parce qu'il était là, quoi. Tu vois, lui et son autocollant de merde, là, j'avais envie de le... Et voilà. Et au bout d'un moment, qu'on s'est engueulé avec ma femme parce que c'était un peu dans l'air du temps, on a dit, tu sais quoi, viens, on sort de l'autoroute, on se casse. Et on est sorti de l'autoroute à Crozes-Hermitage, qui est un endroit magnifique, ils font du très bon vin là-bas, et là c'était magnifique. Tu sais, on était la petite maison dans la prairie, le beau temps, les vignes, les routes, les rivières, les petits villages et tout ça, et donc au final on a mis quelques heures de plus pour arriver, mais au final c'était quelque chose de très très apaisant comme fin de voyage. Et au retour finalement on a dit, tu sais quoi, l'autoroute on n'y fout même pas les pieds, et on va juste faire plus de route, mais voilà, dans cette espèce d'entourage. On est dans cette période-là, au niveau de, tu sais, le choix dont tu nous parles. Tu sais, il y a le choix au niveau des choix de civilisation, mais aussi au niveau des choix que tu fais toi-même dans ta vie. Bah, il faut, au quotidien, tu as le choix entre l'autoroute et la petite départementale. Tu vois? Alors oui, ok, t'as des excuses pour prendre l'autoroute, ouais, sinon on va être en retard au mariage, tu vois. T'as des excuses pour aller sur les réseaux sociaux, parce que sinon, bah, de quoi je vais parler vendredi aux gens qui comptent sur moi pour leur délivrer une forme d'information pertinente. Mais t'es quand même confronté à un choix. Et c'est individuellement qu'on fait le choix d'aller sur l'autoroute, d'aller sur la nationale, d'aller sur les réseaux sociaux et sur les shorts. Ou à un moment donné, le choix n'est plus conscient, parce que tu es tellement absorbé par le vomi d'informations que tu es mis dans le crâne par tous les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, qu'en fait, ça absorbe tellement ton attention, tu ne penses plus de toi, tu penses de ce que tu lis ou de ce que tu vois. Et dans ce cas, tout le reste est mis en mode pilote automatique. Et là, ces derniers temps, moi, je vous dis, ça, c'est l'ennemi. Je passe beaucoup de temps à essayer de voir ce qui se passe dans le monde, machin, en utilisant l'émission comme excuse pour me mettre la tête dans la merde, alors que ça fait longtemps que j'aime plus les odeurs, tu vois. Donc, le truc, c'est que ça, c'est une question de discipline. Mais attends. Oui, non, mais c'est justement c'est ce que je dis. C'est que jusqu'à là, j'avais pas conscience à quel point. Pourquoi? Parce que cette chose-là a commencé à détruire ma capacité de me concentrer. Et depuis, la moindre des choses devient la grosse corvée. Tu vois, ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce que tu le fais par des petits bouts de quelques secondes. Tu vois, tu as du mal à rester concentré longtemps. Et donc, du coup, j'ai réalisé ça. OK? Mais tu penses que c'est facile juste d'arrêter comme ça du jour au lendemain? Non, je pense que c'est facile. Je vais te dire que, Léo, en fait, là, je comprends un petit peu d'où vient mon incompréhension de ce que disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas parler pour Nico, mais je pense que tu es dans la même situation que moi. Moi, ça fait quoi? Ça va faire 1 an ou plus que j'ai arrêté les émissions, c'est-à-dire de les préparer, les émissions. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'avoir ce truc-là dans la merde. Et c'est toi qui as cette délégation-là et qui a cette tâche d'aller mettre le nez, d'aller apporter des sujets, d'aller trouver les articles, d'aller trouver les preuves. Et nous, on s'assoit là, les 2 heures par semaine. On fait, ah bah oui, tiens, ça c'est intéressant. Tiens, ça j'étais pas au courant, je l'avais pas vu passer. Moi, je comprends les choses comme ci, les choses comme ça. Et donc, ce recul, moi, je peux le prendre. Et je sais que d'un point de vue personnel, allez, moi, c'est quoi? C'est 10 minutes par jour sur les toilettes. Alors, même si tu as recommandé de pas faire ça sur les toilettes, mais les réseaux sociaux, c'est OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là sur ces 2-3 comptes que j'aime bien suivre? OK. C'est bon, je suis calé. Une fois de temps en temps, une émission, mais même je suis plus personne. Et donc, je vois ce que tu veux dire. En fait, la nécessité d'être au courant pour être pertinent fait que tu te retrouves non seulement avec cette espèce de diarrhée mentale parce que tu t'en mets plein dans la tête, mais en plus avec une dépendance de ça. Parce que les dépendances à la dopamine. Le pire, c'est que je veux pas être pertinent. J'en ai rien à foutre. Depuis quand je m'intéresse à ce que les gens pensent de moi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le pire.
Mais ce que j'essaie de te dire, Rudy, c'est que malgré les émissions qu'on fait, le fait de parler de tout ça, bah justement, après avoir abordé tout, framework des armes, ok, premièrement, Cyber Threat Intelligence League, c'était Yale, donc on avait vu comment ils ont fait pour pirater la cognition humaine, tu vois. Encore une fois, ça va dans Alice au pays des merveilles, ce principe-là. Depuis qu'on a vu l'intelligence artificielle, les superordinateurs et tous ces sujets-là, et aussi depuis que je commence à étudier plusieurs aspects au niveau de la structure psychologique humaine, bah, en fait, je remarque que ce que je fais est suicidaire. Ce que je fais, c'est aller nettoyer Tchernobyl sans protection. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et du coup, là, j'en paye le prix. J'en paye le prix, mais genre très cher, parce que je suis comme tellement déconnecté de ma réalité concrète et je ne l'ai pas vu venir. Tu vois, je n'ai pas vu comment je suis arrivé au point où je suis tellement loin de ma vie. Je vis plus les choses d'Internet que des choses de ma propre vie personnelle, tu vois. Et donc, du coup, bah, j'ai réalisé, ouais, ok, super. Mais Léo, maintenant que tu l'as vu, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, ça fait un moment que je sur le tapis un sujet qui est essentiel et que ça fait longtemps dont on n'en a pas parlé, même entre nous en privé. Enfin, moi, quand j'ai commencé les décodeurs, je pensais que j'en avais pour 6 mois. Bon, alors là, ouais, dans 6 mois, il y a les élections, 2020, Trump, il arrive, il arrête tout le monde, c'est terminé. Et là, ça fait 5 ans que je suis dessus. Et à un moment donné, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est quand la fin? En fait, cette aventure. Moi, je sais que je vais pas faire encore 30 ans de décodeur année à année, même si j'adore passer du temps avec vous, les gars, et c'est cool. Mais à un moment donné, il y aura une fin. À un moment donné, cette phase de ma vie va se terminer. Et la question, c'est quand? C'est quand les postes? Je me souviens quand on avait reçu Alexis dans une de nos émissions, et on lui avait recommandé de faire une pause. Lui, il avait dit, ben, moi, tant qu'il n'y a pas d'arrestation, je continue parce que c'était la limite qui s'était fixée. Donc, c'est quand la fin, en fait? C'est quand la fin? Quand c'est qu'à un moment donné, moi, tu peux arrêter? j'avais dit, justement, j'ai fait un post récemment. Pour moi, la fin, ça sera quand j'aurai un morceau de terre et des comptes à rendre à personne pour ce morceau de terre, pour que je puisse me nourrir et vivre en paix, en harmonie avec la nature, sans que j'ai des comptes à rendre à qui que ce soit d'autre que Dieu lui-même. Ok, ça, c'est pour moi le moment où on est arrivé, tu vois. Le moment où je suis arrivé, parce que je pense que l'arrivée se fera individuellement. Elle ne se fera pas dans des gros blocs. C'est à chacun de nous de faire le cheminement. Donc pour moi, l'arrivée, c'est à ce moment-là. C'est juste ce que j'essaie de dire aussi, c'est que si moi, je l'ai fait à moi-même, cette chute dans l'actualité, j'ai une responsabilité envers les gens qui regardent. Même si on a levé le pied sur l'actualité, tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai pas envie de devenir la raison pour laquelle des gens passent leur temps à chercher dans les réseaux sociaux, etc., etc. Plutôt, j'ai envie de fournir des outils sur comment faire pour éviter tout ça. Mais pour que je puisse le faire, il faut que je sois crédible, c'est-à-dire je commence à le faire moi-même. Tu vois, sinon, je fais de la politique après, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça, je suis dans ce stade où je réalise notre vrai ennemi, il est là-dedans. Tu vois, c'est ça qui nous déconnecte de la réalité. Il nous prend tellement d'énergie et tout ce que ça représente, tu vois. Internet, le divertissement, tu vois ce que je veux dire? Mais il est aussi là-dedans. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois là? Regarde, quand tu le prends pas allumé, le machin, tu vois quoi? Tu vois ton reflet à l'intérieur, là, vous voyez le reflet de ma webcam. C'est quoi ça? C'est le Black Mirror. C'est le fameux Black Mirror dont on a fait une série à succès et qui t'explique en fait que c'est la fin de tout, quoi. Et moi, je pense que c'est le fameux écran de l'Odyssée de l'espace, tu vois, Odyssée 2001. C'est finalement, quand tu regardes, c'est un écran. Mais c'est très différent de l'ordinateur, par exemple. Tu vois, parce que l'ordinateur, à un moment donné, tu l'éteins, il n'est pas tout le temps dans ta poche. Quand moi j'étais pendant 4 jours, j'ai pas eu d'ordinateur, mais j'avais mon téléphone. Parce qu'il y a des trucs pratiques, il y a le GPS, parce que machin, parce que le compte bancaire et tout ça. Et j'entends beaucoup de gens parler de ça en ce moment. Et toi-même, t'en avais parlé, Léo, et revenir à des flip phones. Trouver moyen d'avoir un peu les services qui sont importants, mais retourner à des flip phones, retourner à des cartes papier dans ta voiture, et ça, c'est. Alors justement, pour moi, c'est système verrouillé. Les meilleurs. Il y a Nico qui va en parler, qui va en placer une depuis tout à l'heure. En fait. Je dis déjà le système verrouille, puisqu'il était fait passer de plus en plus par les applis, même pas par les sites, par les applications. Ça a été verrouillé, en fait, ton interaction sociale, interaction avec des institutions avec qui tu es obligé d'interagir parce que sinon tu as des problèmes. On va te faire des problèmes. Donc, on verrouille ça. Et aussi, d'un autre côté, c'est sûr, c'est ça, il y a ça, l'ennemi, mais il y a aussi l'ennemi intérieur.
Et moi, je suis pas crédible parce que moi, je suis mon plus grand ennemi. Pourquoi? Parce que, tu vois, l'état de dépression, à un moment donné, on ne trouve plus de sens, en fait, à ce que l'on fait, à ce à quoi on trouvait notre sens. C'est quoi? C'est en fait, c'est l'état de refus de la pression. Imagine une femme qui accouche, tu vois, d'un bébé. Bah non, comme ça, dans nos vies, pareil, on est censé traverser une nouvelle phase de pression sur nous pour aller vers le nouveau soi. Et ça demande de l'action. Et ça demande d'accepter cette pression et la souffrance qui va avec. Tu te rappelles, c'est toi qui as raconté que ça active nos centres nerveux quand on traverse le vagin pour naître, etc. Et justement, la pression, je pense que tu ressens au fond de toi, et moi je ressens au fond de moi, c'est quelque chose qui nous pousse vers vraiment un nouveau, soit une nouvelle étape de fonctionnement avec le monde, avec soi-même, avec toutes ces choses-là. Mais il y a la peur. Moi, j'ai peur. Moi, par exemple, je t'avoue que je suis très attaché. Je le ressens, en fait. En tout cas, je ressens que je suis très attaché à ce que je sais faire, à la façon dont j'ai fonctionné pendant des années, des années, des années, des années. Et là, je suis censé de rentrer dans quelque chose comme un bébé qui naît et qui sort d'un environnement qui est confortable, mais qui devient trop petit pour lui et qui va aller vers le grand monde. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il est si confortable que ça, ce monde-là? Parce que c'est ça la non, question. Il est plus trop confortable, en fait. Il est de moins en moins trop confortable, en fait. Surtout là, j'ai regardé, Momochi ces derniers temps parle beaucoup de l'identification en ligne pour les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. C'est le tenaille se referme. Alors, ils ne vont pas parvenir à mettre cette chose-là en place, tu vois. Pour le faire, il faut qu'ils éliminent tous ceux qui ont plus de 40 ans, tu vois, et qui ont de très mauvais rapports avec la technologie, tu vois. Parce que tu peux pas te baser sur la capacité de mamie de garder son smartphone avec tous les mots de passe et tout ça. Oublie, c'est ridicule. Et donc, du coup, en voyant ça, je me dis, OK, bientôt, je vais être amené à faire un choix. Est-ce que je continue à montrer ma gueule sur les réseaux sociaux et tout ça, si ça vient au prix d'ouvrir la porte à des choses que j'ai pas envie? Bah non, en fait. Et encore une fois, ce que j'essaie de dire là, c'est que j'essaye de trouver des solutions qui fonctionnent. Je ne vais pas dire à tout le monde, alors mettez-vous avec le téléphone de 1820, ne regardez plus les écrans, ne faites plus... Parce que ça ne marche pas. C'est comme dire à un fumeur, arrête de fumer. Ça ne marche pas. Mais pour vous donner un exemple, là, j'ai fait un truc, ok? Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est conduire. Conduire, pour moi, c'est le seul moment où j'arrive à me concentrer et tout. Et j'ai appris il y a quelques années que quand on conduit, notre cerveau, il est obligé de rester concentré, ok? Parce qu'on conduit. Donc, il y a une part de notre cerveau qui reste là active quoi qu'il arrive, ok? Sauf quand on s'endort. Voilà. Ouais. Conduire, alors pourquoi? Parce que notre cerveau a évolué, a avancé à des vitesses de marche, de courir ou de cheval. On n'était pas fait pour aller plus vite que le cheval. Tu vois ce que je veux dire? On montait le cheval et c'était le plus vite qu'on pouvait aller. Sauf que maintenant, avec les voitures, on peut aller beaucoup plus vite. Donc, le contexte, l'environnement stimule beaucoup plus le cerveau pour percevoir tous les signaux. Eh bien, il se trouve que la conduite sportive provoque l'effet exact opposé de ce que provoquent les effets de YouTube Shorts et des réseaux sociaux. C'est-à-dire, les shorts et tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, où tu défiles, et que tu changes de contexte tout le temps, ça te détruit la concentration. Il y a quelqu'un qui disait, ton cerveau, il est comme une Ferrari, mais il a des freins de vélo. C'est-à-dire, pour passer d'un sujet à un autre, le cerveau, il ne peut pas juste le faire comme ça, tu vois. Donc, du coup, ce qui se passe avec le cerveau, c'est qu'il prend la première information et ensuite, il reçoit une deuxième qui n'a rien à voir et il essaye de l'intégrer dans la première alors que ça n'a rien à voir. Ensuite, il prend l'autre, il essaie. Et donc, du coup, tout ce que vous avez défilé, votre cerveau va essayer de le travailler au fond pour donner un sens à ce que ça soit comme une unité. Parce que pour lui, ça a été... C'est tout à l'heure, en fait. Là, le coup de la torture psychologique, c'est exactement ça, quoi. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai vu le voleur, il est chez moi, il est à l'intérieur de moi, là. Tu vois? Et c'est quoi? Il a mis en moi tellement de choses qu'à l'intérieur de moi, ça mouline dans le vide à fond à essayer de rendre cohérentes des choses qui n'ont rien à voir en commun. Et donc, du coup, ça, c'est les réseaux sociaux et les shorts. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais de la conduite sportive? T'es là. Focus. Contrairement à d'autres jeux, tu vois, ou d'autres choses, en conduite sportive, si tu perds ton attention une seconde, t'es dans le mur.
Et donc, j'ai repris un jeu que je n'avais pas joué pendant des années, Gran Turismo. Et j'ai commencé à jouer à Gran Turismo. J'ai remarqué la différence d'amélioration en 2 mois. Au tout début, je n'étais même pas capable de finir un circuit sans me prendre un mur. Non pas parce que je ne savais pas conduire, mais parce que je partais dans mes pensées. Tu vois, dès qu'il y avait une ligne droite et un moment de repos pour le cerveau, il y avait Elon Musk qui allait dans ma tête, tu vois. Et puis, machin, et Neuralink et tout ça. Et le mur. Bam, tu vois. Et avec le temps, moins d'actualité, plus de jeux, parce qu'en plus, tu ne peux pas regarder des vidéos et jouer. Donc, du fait que je joue, je regarde moins de vidéos, moins de... Et en fait, finalement, ça a commencé à marcher. Et pourquoi c'est facile? Parce que je suis en train de faire quelque chose que j'aime bien. Tu vois? Ouais. Et donc ça a été plus facile que de tout arrêter net et de dire non, je fais... C'est quoi, tu viens de dire un truc super important, en fait. On n'a plus, en tant qu'adulte, en fait, ce recours à des loisirs qu'on aime bien. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont moins de goût. Moi, je vais te dire un truc que je kiffe à faire. Bon, j'ai un enfant, il a 9 ans. On s'assoit, on fait des Lego. Eh ben vas-y, construis une espèce de navette spatiale en Lego ou un éléphant ou quelque chose comme ça. Et là, tu te retrouves un peu dans le même phénomène dans lequel tu te trouves en ce moment. Moi, j'aime lire. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai pas besoin de jouer aux jeux vidéo parce que mon temps où je vais devoir me concentrer sur quelques pages d'affilée, je m'assois, je me pose, c'est mon moment de calme et je lis mon bouquin. Par contre, si t'aimes pas lire, oublie ça, quoi, parce que ça va être encore une contrainte de plus dans une vie qui est déjà surchargée de contraintes. Donc, il est important de savoir se faire du temps dans quelque chose qu'on aime et qui n'est pas une contrainte. Je vous l'ai dit, moi, le sport, ouais. La lecture, c'est l'autre concurrent de la conduite sportive parce que la lecture, c'est la même chose. Et quand quelqu'un qui est comme moi en ce moment, un peu déconcentré, il se met à lire, il lit une phrase, il passe à la suivante, il a déjà oublié la précédente, tu vois. Bien sûr. Par contre, en insistant, en refaisant, au bout d'1 mois, il est capable de mémoriser des pages. Pas mémoriser dans tous les détails, mais le sens, tu vois ce que je veux dire. Donc la lecture, c'est pour moi la 2e étape. Mais le jeu vidéo a été plus facile pour moi de m'extraire de ça, tu vois. D'autant qu'en plus, on va dire, dans le jeu vidéo, tu as comment on dit, le coup près, la conséquence, elle est claire. Toi, tu joues dans ton jeu vidéo de voiture, comme tu dis, à un moment donné, tu penses à autre chose, tu finis dans le mur. Et là, tu as un signe très clair qui te dit qu'il y a un problème. Tandis que quand tu lis, des fois, ça vous est déjà arrivé de... Tu sais même pas quand tu as arrêté de faire attention. Ouais, et tu te dis, mais de quoi ça parle? Qu'est-ce que je suis en train de lire et tout ça? Et donc là, effectivement, on n'a pas ce signal, ce rappel à l'ordre qui est rapide. Dans Y-Files, on a entré dans les révélations Y sur la capacité divine de la concentration humaine de projeter la réalité et de la former. Tu vois, quand tu n'as plus ce focus et quand tu n'es plus capable de l'avoir, tu as perdu ta force divine. Tu as perdu ta capacité de projeter ta vie. C'est pire que ça. Parce que je pense que tu la gares, en fait, ta capacité, mais tu projettes toute la merde que tu t'es mise dans le cerveau. Et le Covid, ça passe dans le subconscient, en fait. Donc, ça veut dire que tu n'as plus aucun contrôle. Tu es en pilote automatique et tu subis ce qu'on t'a mis dans le cerveau. Tu vois. Et non seulement tu le subis, mais tu le projettes et tu le crées. C'est encore pire que ça. Pourquoi YouTube, Netflix toute la journée, c'est virus post-apocalyptique, tout le monde est mort, il y a que des chimères génétiques. C'est parce que on l'a compris ça aujourd'hui, que c'est pour faire survenir quelque chose dans la matière, il faut d'abord qu'elle survienne dans l'esprit d'un nombre collectif de gens. Et donc, en se mettant ces merdes dans le cerveau, on contribue à l'avènement du transhumanisme, à l'avènement de tous ces trucs-là. Donc, c'est grave, en fait, les conséquences que ça a sur nous et sur l'humanité. Et tu veux savoir un dernier détail J'avais lancé un appel dans les groupes Telegram et sur X, s'il y a des gens qui jouent à Gran Turismo, de me rejoindre. Et en fait, il y a 5 personnes qui ont rejoint. Donc, je vous salue. Alors, Florian, Julien, François, Alain et celui que j'oublie. Non, je crois qu'on est 5 et je suis le 5e, justement. Non, Benoît, voilà. Je l'ai. Benoît d'ailleurs, qui est le meilleur de nous. Bref. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais jouer à ce jeu. Pendant ce temps, on est en salon vocal avec les amis, tu vois. Et donc, je passe on a tous plus ou moins le même âge, tu vois, la quarantaine. Et on passe un super moment en discutant, en rigolant, etc., etc.,
Et entre ça, on fait des courses. Et tu le remarques, dans les courses, quand ça commence à être tendu, il n'y a plus personne qui parle. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est ça que je cherche. Il n'y a plus personne qui parle. Pourquoi? Parce que tout le monde est concentré, tu vois. Parce que c'est le dernier tour, on est tous à 1 seconde les uns des autres, tu vois. Et on est tous concentrés. Et dans la concentration absolue, on est au présent à 100%. Tu vois, c'est genre, on est là. Notre cerveau, il ne peut plus partir ailleurs. Et on passe ce temps bien. Et à la fin de cette tension, tu vois, de cette concentration, il y a le soulagement, il y a les conversations, on rigole, t'as fait ci, t'as fait ça, ou vas-y, on change de voilà. Et après, tu recommences. Donc, c'est comme si tu étais à la salle de gym en train de faire des pompes avec des potes, avec ton esprit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors, le groupe, il est là. On peut monter jusqu'à 16 personnes. Mais je ne suis pas en train d'encourager tout le monde à se mettre à Gran Turismo. Mais que chacun trouve quelque chose qu'il aime faire suffisamment pour l'utiliser comme remplacement aux écrans. Voilà. Aux écrans, j'entends réseaux sociaux. La concentration, mais tu as aussi, on va dire, l'aspect social, humain qui vient derrière. Bon, là, ça reste quand même derrière un ordinateur. Mais moi, je pensais, j'ai pas la chance de savoir bien jouer d'un instrument de musique, mais toi, c'est ton cas, Léo. Mais j'aimerais, moi, faire un jam de musique, moi. J'aimerais me retrouver dans un jardin, autour d'un feu de camp avec des gens et faire du tam-tam, faire du djembé, faire de la guitare, Je pense que ça, c'est vraiment l'acte le plus constructif qu'on peut faire dans nos vies aujourd'hui. Te retrouver avec des copains, partager un bon moment d'amour, de création, tous ensemble. Par contre, les gars, dites, ça fait presque 2 heures déjà, il y a quand même des gros sujets qu'on n'a pas encore abordés. Est-ce que vous voulez pas qu'on refasse un petit pied dans l'actu? Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Ouais. Tout ce qui se passe aux États-Unis, on n'en a pas parlé du tout. Ce qui se passe aux États-Unis. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, alors j'ai quelques posts ici. Alors, mais juste avant de faire la transition, vous comprenez maintenant toutes ces choses-là. Vous comprenez aussi pourquoi la raison de changement. Et là, on va vous expliquer aussi pourquoi on choisit ce moment précisément. Parce que c'est le moment où les signes sont clairs. On est d'accord. Il n'y a plus de marche arrière. La boîte de Pandore a été ouverte. OK? Avec ce qui est sorti cette semaine-là, je pense que c'est bon. Il n'y a plus personne qui a des doutes sur la direction que les choses sont en train de prendre. Même la conversation entre Idriss et Alexis, justement, c'était la preuve vivante, tu vois. OK, on commence avec cette petite vidéo-là qu'on trouve dans notre flux ADNM où on a Trump qui dit la chose suivante. Hop là, attendez. J'annonce une action historique pour sauver la capitale de notre nation du crime, du sang versé, du chaos et de la misère, et pire encore. C'est le jour de la libération à Washington, D.C., et nous allons reprendre notre capitale. Nous la reprenons. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que président des États-Unis, j'invoque officiellement la section 740 de la loi sur l'autonomie du district de Columbia. Vous savez ce que c'est? Donc ici, Mathieu, il nous a ajouté un petit détail. Justement, la section 740 de l'ADC, Home Rule Act, autorise le président des États-Unis, lorsqu'il estime qu'il existe des conditions d'urgence spéciale, à prendre temporairement le contrôle du département de police métropolitain de Washington, D.C. pour une durée allant jusqu'à 30 jours, avec obligation de notifier le Congrès 48 heures et possibilité de prolongation uniquement via une résolution conjointe. Donc, en gros, Trump prend le contrôle de tout et il le fait juste après l'annonce des citations à comparaître. Ouais. Regarde en plus la symbolique. Qui c'est qu'il y a autour de lui? Pam Bondi et Pete Hegseth, là, donc le chef de la défense, le chef de la justice. Donc, je veux dire, cette image, rien que les gens qui sont là, c'est tout un symbole, quoi. Et le discours lui-même, on reprend la capitale, on reprend pour supprimer la misère qui a été imposée là. Il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, c'est pour virer les SDF et tout ça. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est très très gros comme action pour finalement une situation qui se délite depuis un certain moment. Mais je sais pas, il y a eu Big Balls là, le jeune là qui bossait avec Elon Musk qui s'est fait tabasser dessus. Et enfin franchement, à part, il n'y a pas eu d'événement marquant. Ça aurait été vachement plus justifié de faire quelque chose comme ça pendant les émeutes de l'été 2021, là, Antifa, Black Lives Matter et compagnie. Ça aurait été vachement plus justifié. Et là, ça allait pas. Mais là, il manque un morceau de la vidéo quand même, parce que là, il dit qu'il reprend le contrôle, tout ça. On continue.
Et je place le département de police métropolitaine de DC sous contrôle fédéral direct. Et vous rencontrez les personnes qui seront directement impliquées dans cela. Ce sont des personnes très compétentes, mais elles sont dures, elles savent ce qui se passe et elles l'ont déjà fait auparavant. Aussi, je déploie la garde nationale pour aider à rétablir la loi, l'ordre et la sécurité publique à Washington, D.C. Et ils vont être autorisés à faire leur travail correctement. Voilà. Attends. Il faut quand même que je te montre un truc. Hein. Je ne sais pas si tu l'as. C'est le temps des drops. C'est exactement ça. Hein. C'est Greg Patriot qui me les envoie quand il y a des trucs. Il y a un... Ouais. Ah, merde, j'ai pas le numéro là. Bouge pas. Hein. Oh, tu m'as pas mis le numéro, Greg. Attendez. C'est pas grave. Ah ouais, d'accord. Bon, ok, je prends 2 minutes. Je vais prendre 2 minutes pour vous le trouver. Mais il y a un delta du 13 août. Ouais, on va le trouver par le texte. C'est pas grave, on s'en fout. Ok, voilà, attends. Hop. Ok, vas-y, affiche-le. Et moi, pendant que tu l'affiches, je le cherche, ok? Ouais, voilà. Léo. Parce que tu peux le chercher par les textes, en fait. En tout cas, c'est sérieux ce qui se passe. Et pour déployer la garde nationale, ils savent quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Il y a quelque chose qui est prévu, quelque chose qui est en train de se faire désamorcer. Ça fait partie du narratif depuis le début, quoi. De quoi on le sait que depuis, toute l'histoire de Q nous dit quoi? C'est qu'à la fin du film, on va nous balancer les militaires, parce que les militaires sont les seuls moyens de faire de faire quelque chose. Et là, on se retrouve avec la garde nationale qui est déployée sans pas vraiment de raison, qui est déployée à Washington D.C. Donc, faut garder quand même les yeux bien ouverts par rapport à tout ça, quoi. Ce poste, il dit qu'est-ce que Christopher Wray, qui est le directeur du FBI, était en tout cas à l'époque, qu'est-ce que Wray sait et quand est-ce qu'il va relâcher ces informations au public? Est-ce que c'est le 1862, vas-y, je te envoie le lien 1862, comme ça tu peux faire les traductions automatiques si tu veux. Ah, et il y a le truc d'Antifa et tout. Mais je ne sais pas si ça s'adresse pour maintenant. Je ne sais pas si c'est pour maintenant. Non, mais ce qui nous dit, est-ce que une telle violence, un tel extrémisme justifie le déploiement de la garde nationale dans le futur vas-y, traduis la phrase là, en prévision des révélations qui vont être faites au public. Ouais. Donc non, la violence d'aujourd'hui ne justifie pas la garde nationale. Ce qui justifierait éventuellement la garde nationale, si notre lecture est bonne, et encore, rappelez-vous que, je veux dire, c'est quand même très très flou, hein, ce genre de truc. Faut pas prendre ce qu'on vous dit comme des certitudes. Mais oui, la garde nationale qui est déployée ici pourrait être justement justifiée par quoi? Par peut-être des arrestations futures, en tout cas des révélations qui sont faites sur des personnes de très haut rang. On parle de qui? De Adam Schiff pour commencer par lui, et puis après aussi Hillary Clinton et Barack Obama, quoi. Là, il y a quand même rien. Il y a John Salomon. John Salomon, c'est un journaliste très pro-Trump. En gros, depuis quelques semaines, il est intéressant à suivre parce que pour l'instant, il délivre en fait. Ça fait plus. Au début, il nous avait dit vous allez voir ce qui va se passer dans quelques jours. Tous les gens qui veulent accountability, donc que les gens en gros qui sont coupables soient forcés à rendre des comptes. Tenus responsables. Voilà, soient tenus responsables. La semaine dans 10 jours, ils vont pas être déçus. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 jours? On a eu la révélation de l'annexe du rapport Durham, qui a été le point de départ du scandale du FISA-Gate, du fait que Obama, il était au courant qu'il y avait aucune preuve de collusion contre la Russie et qu'il a quand même s'est servi des renseignements pour pousser à cette conclusion-là, même si rien. En gros, voilà, les gars du renseignement, trouvez-moi des preuves comme quoi Trump, c'est un agent russe. Et donc qui implique directement Hillary Clinton et tout son entourage. Donc en fait, effectivement, ce qu'il a dit John Salomon, c'est révélé correct ces derniers jours. Et là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que la prochaine grosse étape, il a annoncé aujourd'hui que dès demain, il y aurait des choses qui devraient sortir, notamment sur l'implication et la responsabilité de la Fédération Clinton. En même temps, je ne sais pas si vous l'avez suivi ça, où Haïti revient comme par hasard dans les nouvelles. Je ne sais plus, là, le barbare d'Haïti, là, le chef un type qui était quand même très très bizarre, dont on avait parlé il y a quelques années. Là, il revient dans les news d'une manière tout à fait inattendue,
alors qu'on sait aussi des liens qu'il y a entre la fondation Clinton et Haïti. Bon, bref, il y a beaucoup de choses qui semblent converger. Vas-y, Léo, excuse-moi, je te rends J'ai un post avec la vidéo de Salomon, justement. Là, j'ai essayé de trouver l'info. Justement, j'ai déjà envoyé tout ça à la traduction. Donc là, vous aurez tout ça bientôt sur le... Tu peux traduire le premier paragraphe là, qui dit de quoi il est question. Ok, je prends tout, c'est pas compliqué. Alors, John Solomon publie un courrier de la vice-gouverneure générale adjointe d'Obama, Sally Yates, trouvé par Kash Patel, qui dit explicitement aux agences du FBI qui enquêtaient sur la corruption à la fondation Clinton de mettre fin à l'enquête. Ainsi, alors que le président Trump faisait campagne contre Hillary et disait « enfermez-la », le département de justice d'Obama la couvrait et disait aux agences du FBI qui essayaient d'enquêter sur la corruption de la fermer. Et c'est écrit. Bonne nouvelle, Salomon dit qu'il a confirmé que certains procureurs se sont manifestés et sont prêts à coopérer avec le procureur général Pam Bondi et Kash Patel, qui est directeur du FBI maintenant. Ouais. Donc ça connecte directement Hillary Clinton à la fondation Clinton. D'un autre côté, alors attends, je ne sais plus exactement qu'est-ce que c'était le contexte, mais il semblerait que les taux se referment sur Bill Clinton dans l'histoire de l'affaire Epstein. Alors, j'ai vu passer ça, mais en gros, il y a des... Il faudrait que je vous retrouve. Bon, mais tu as vu les citations à comparaître Tu as vu les citations à comparaître et il est inclus dedans, même si on parle d'Obamagate. Ouais. C'est ça, les trois films qui jouent en même temps. Vous vous souvenez de ça? Il y a un drop de Q qui nous dit à un moment donné, à la fin du film, il y aura 3 films. Enfin, ce ne sera même pas les 3 films. Il y aura une deuxième saison. Donc apparemment, il y a 6 films. Ce qu'on appelle les films, c'est les grosses affaires dont on va parler en même temps. Et donc la compréhension qu'on en avait depuis longtemps déjà, c'est que quand ce sera le temps, il y aura toutes ces affaires qui vont converger à pointer du doigt les mêmes personnes. Et là, c'est exactement ce qu'on a. On se retrouve avec les trucs de pédophilie, donc avec Epstein, les trucs de FISA-Gate. Je ne sais pas de quand date ces trucs-là, j'ai trouvé chez Idriss justement. En toute sérénité, devant le Congrès des États-Unis d'Amérique, J.J. Carrell, 24 ans garde frontière, déclare en audition officielle « Je confirme sans réserve que le gouvernement fédéral des États-Unis sous Joe Biden et Kamala Harris fut la plus vaste organisation de trafic d'enfants de toute l'histoire contemporaine. » Et voici la vidéo en question. Donc, je ne sais pas de quand elle date. Je n'ai pas pris le temps de vérifier. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est passé lâcher ça en plein milieu du Congrès, tu vois. Quand même, tu vois, c'est pas les décodeurs sur Odyssey qui le font maintenant. Et c'est un témoin pertinent. Zut. C'est un témoin pertinent. Ouais, excuse-moi. Et en parlant de ça, justement, parce que là, du coup, ça parle de la frontière avec le Mexique. En même temps qu'il se passe ça, il y a une grosse tension entre la présidente mexicaine qui a fait des déclarations dans le sens où il ne veut pas autoriser les États-Unis à intervenir contre les cartels à la frontière américaine, et Trump qui pousse pour justement aller s'en prendre au cartel directement au Mexique. Sous-entendant aussi que le gouvernement mexicain n'est fait rien. Venezuela aussi, il vient de te faire. Oui, mais à la frontière, c'est le Mexique, tu vois. Ouais, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va plus loin que ça. Il vient de faire une proposition. En gros, il donne 50 millions de dollars à quiconque aidera à l'arrestation de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, sauf erreur de ma part, c'est encore le chef d'État du Venezuela. En tout cas, ça a été pendant un certain temps. Et pour ses liens avec les cartels de Sinaloa et compagnie. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc ça se met en lien avec quoi? Avec les fameux gangs, là, les MS-13 et compagnie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de pièces du puzzle qui sont... Attends, il y a encore une autre pièce du puzzle qui vient s'ajouter. Adam Schiff, a convoqué une réunion du personnel, a annoncé qu'il allait divulguer des informations classifiées pour nuire à Trump. Quelqu'un a fait remarquer que c'était de la trahison, mais d'autres membres du personnel ont répondu de ne pas s'inquiéter, car ils ne se feraient pas prendre. Je suppose que nous savons maintenant pourquoi Schiff a obtenu une grâce générale de la Maison-Blanche de Biden. Schiff était le traître du renseignement qui tentait de destituer Trump en laissant fuir des informations, et il sait qu'il est coupable de crimes extrêmement graves. Donc c'est alors lui. Quand même, il y a un truc à dire par rapport à ça, c'est que Schiff, alors j'ai vu, avant de rentrer en onde, un petit extrait là où justement il parlait du pardon présidentiel, le fameux pardon présidentiel que Biden lui a accordé. C'est un pardon présidentiel qui est limité.
Le pardon présidentiel qui a été accordé à Hunter Biden, lui, c'est un pardon présidentiel sur toutes les conneries qu'il aurait pu faire depuis telle date. Là, ce qui concerne Schiff, c'est uniquement pour son implication dans l'affaire du 6 janvier. Donc, cette affaire-là n'est notamment pas couverte par le pardon présidentiel qu'il a eu. Et en plus, ces pardons présidentiels, il y en a une partie qui risque de sauter parce que, Autopen et compagnie, les autres sujets dont on parlait il y a 15 jours et qui finalement, sont pas oubliés, ils sont pas mis sous le tapis, ces trucs-là. Donc on a une espèce de tableau général où il se passe plein de trucs. Et à l'extérieur des États-Unis, Trump, il cherche à terminer toutes les guerres à l'extérieur parce qu'il a besoin du monde et également de la concentration à l'intérieur en vue des émeutes qui risquent d'y avoir aux États-Unis ou toutes sortes d'actions de deep state qui seraient capables de déstabiliser les États-Unis, mais également aussi à l'extérieur, mais cette fois-ci à la frontière des États-Unis, comme au Mexique, pour combattre les cartels. Vous connaissez Alexandre Robert, si je ne me trompe pas? C'est celui qui a fait la chaîne History Legends. C'est une des meilleures chaînes, certainement la meilleure chaîne au monde de la compréhension des stratégies, des tactiques militaires, etc. Bon, moi je regarde beaucoup par rapport à l'Ukraine et Idriss Aberkan l'avait invité plusieurs fois. C'est le gars, les gars dans les tranchées, aussi bien les Ukrainiens que les Russes l'écoutent. Et il a dit la prochaine guerre des États-Unis, ce sera la guerre à la frontière, donc du coup avec le Mexique contre les cartels. Il a fait toute une émission là-dessus. Pour ceux qui sont anglophones, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est assez intéressante. Et lui, il s'est montré vraiment, vraiment pertinent sur l'aspect militaire de la chose, enfin purement, tu sais. Mais est-ce que les cartels, face à une armée américaine, ils ont genre la moindre chance? Alors, j'y connais rien, moi, mais j'ai l'impression que ce serait bouclé en 15 minutes, non? À moins que ça devienne ça tourne en guérilla urbaine. Ça rassemble à un fonctionnement mode Taliban, tu sais, caché dans les montagnes, caché dans des trucs. C'est pas de la guerre conventionnelle. Ça implique son degré de complexité, la guerre contre les cartels, qui est bien différente de la guerre conventionnelle. C'est un sujet sur lequel je vais m'abstenir parce que j'écouterai des gens plus pertinents que moi s'exprimer sur la question. Mais apparemment, ça se joue maintenant. Tout. Moi, donc en gros, gros sujet. Une autre gros sujet, mais attends, c'est pas fini. Catherine Herridge qui a publié tout à l'heure un truc sur le sujet. Catherine Herridge qui est quand même une journaliste assez particulière, parce qu'elle est du mainstream, mais voilà. Donc celui qui a été du mainstream justement. Quoi. Oui, voilà. Parce qu'elle était trop pertinente. Quoi. C'est celui qui a été déclassifié. Blablabla. Le rapport du FBI d'octobre 2017 allait que les fuites des démocrates de la Commission du renseignement et de la Chambre des représentants n'étaient pas un événement ponctuel, mais qu'il y avait un processus systématique. Donc, ce que Schiff a fait, c'était systématique. Ce n'était pas juste pour le truc de Trump. Les notes étaient transmises aux membres le plus haut placé, Adam Schiff, après quoi une décision était prise quant à la personne qui ferait fuir l'information. Ce récit a été fait par un agent spécial du FBI sur la base d'une conversation avec un membre du personnel de la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Les 266 pages déclassifiées via Kash Patel contiennent de multiples sources et des divulgations protégées concernant des fuites présumées entre 2017 et 2023. Nous avons contacté les républicains, les responsables, comment tu dis, le gouverneur Swalwell. Hier, sur X, il a affirmé que le dénonciateur d'octobre 2017 a tout inventé. Adam Schiff aurait qualifié les documents de diffamation et de absolument et catégoriquement faux. Et donc ça, c'est un post qui prend suite à un autre post quelques heures avant où elle dit « Nouveau, j'ai obtenu un document déclassifié du FBI datant de 2017 et portant sur les fuites du renseignement dans le cadre de l'enquête sur la Russie. Bien que le nom de la personne interrogée ne soit pas divulgué, il semble qu'il s'agisse du membre du House Permanent Select Committee on Intelligence. Selon le rapport du FBI connu sous le nom de 302, à noter que Swalwell a été la source de nombreuses fuites d'informations et qu'il a dû être conseillé d'être plus prudent. Donc Swalwell, c'est le gars qui était marié à une chinoise là. Ouais, qui sortait avec une chinoise, la Feng Feng, qui en fait était une espionne russe, qui a fait, il a été mouillé dans des histoires de documents classifiés qui sont tombés sous des yeux qu'ils auraient pas dû espionne voir. russe ou chinoise? Chinoise, j'ai dit russe? Non, chinoise, bien sûr. Oui, chinoise. Thierry, merci pour la correction. T'as vu, hein, Russia. Ouais, c'est aussi c'est la faute de la Russie, ouais. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que
Adam Schiff, donc là on prend un peu de recul, ok. Il y a une comité du renseignement au Congrès. Je crois que Adam Schiff est au Congrès ou au Sénat. Je dis peut-être une connerie, j'ai l'impression que c'est au Congrès. Je crois que Adam Schiff est le chef, ou a été le chef de cette chambre. Et Swalwell faisait aussi partie de cette chambre, de ce comité du renseignement. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient des documents déclassifiés et se faisaient une réunion en disant, bon, bah ça, c'est déclassifié, on va le publier, et c'est toi qui vas le publier, c'est toi qui vas le publier, c'est toi qui... Rien que ça, c'est une trahison. Rien que ça, tu peux aller en prison pendant longtemps par rapport à ça. On sait aussi que Schiff... Enfin, après, là, je ne me prononce pas d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue juste personnel, Schiff, il a été à la tête des impeachments, au moins d'un des 2 impeachments qu'il y a eu contre Trump. Donc, en gros, pour Trump, c'est un ennemi personnel, en fait. Et là, le mec, il se retrouve avec quand même, impliqué dans des histoires de trahison contre Donald Trump, avec toutes ces choses qui sont en train de sortir. Bref, on vous l'avait dit, hein, moi ça fait quand même quoi ? Ça fait 3 ou 4 ans que je vous le dis, mais des gens comme Schiff et Anthony Fauci, c'était les 2 que je vous avais mentionnés, ils vont mal finir. Et là, ça semble être le tour de Adam Schiff, là, ça semble être sur le point de mal se passer pour lui, d'autant plus qu'il y a vraiment pour le coup une enquête qui a été ouverte, bon, sur un point de détail, hein, sur des histoires de mortgage fraud, donc des fraudes, comment on dit ça, mortgage fraud ? Mortgage, c'est les prêts bancaires, là. Donc, fraude sur des prêts bancaires. En gros, il a répondu, il a menti sur un certain nombre de documents qui lui avaient été, qu'on lui avait demandé, quoi. Et donc, on a déjà une enquête qui est ouverte. Et en fait, ça, c'est le début d'un truc qui va devenir de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Il va mal finir, ce type-là. Et voilà, ça semble être le chemin que c'est en train de prendre. Pour finir avec les infos, il y a juste une dernière, là. Tulsi vient de lâcher une bombe. Le directeur de la NSA, l'admiral Rogers, a reproché aux copains du renseignement d'Obama d'avoir précipité la mise en place de l'ICA sur le piratage russe. Puis le département d'intelligence nationale, Clapper, a réagi en disant que tout le monde devait s'aligner et ne pas suivre la procédure et simplement dire que la Russie avait piraté l'élection. Rogers était dans leur collimateur depuis le début. Il savait qu'il racontait des conneries sur le renseignement et qu'il préparait un faux rapport pour tenter d'annuler l'élection de 2016 et renverser le président actuellement élu. Ces documents prouvent que Clapper, Comey et Brennan falsifiaient sciemment les renseignements pour leur propre programme de trahison d'ordre d'Obama. Tout cela n'était qu'un canular. Bon, c'est pas juste un canular, tu vois, c'est ça aussi. On parle de plus que ça, hein. Et Rogers de la NSA est un héros. Et pourquoi il dit ça ? Enfin, pourquoi on parle de ça ? Parce que Rogers, dans le poste de Q, c'est quelqu'un, tu sais, ADM. C'est pas ADNM, c'est ADM, Rogers. Voilà. Tu vois, et ici, regarde. Regarde, un poste, hein, j'ai juste tapé Rogers et je tombe sur ça. Regarde ce poste. Et si une trace écrite existait, PDB par l'intermédiaire d'aucune agence, Hussein a été mis au courant mais n'a rien fait. Pourquoi le POTUS a-t-il refusé des APD sélectionnés pendant la période de la transition ? Qui était au courant ? Évaluation de la menace. Admiral Rogers. Flynn. Pourquoi Hussein, Clinton, admin et staff ont utilisé des courriers privés pour communiquer ? Hillary a-t-elle été la seule à utiliser des serveurs non sécurisés ? Si l'accès aux serveurs privés d'Hillary Clinton a été automatisé, peut-on supposer que l'accès au serveur de la Chambre des représentants a été autorisé dans le cadre du programme A1 Free, Human, Frères musulmans, question de sécurité nationale. En fait, quand tu lisais ça à l'époque, ça n'avait aucun sens. Quand tu lisais ça à la date de sortie du poste... C'est quel poste là que tu nous as fait ? 1981. Quelle date ? 29 août 2018. Ok, parce que là, j'ai vu qu'il y a un drop du 14 août là, qui parlait de Rogers, là, qui est un delta d'aujourd'hui, juste en dessous, là, si tu descends. Là, le 1867. 1867. Ouais, c'est un delta qui parle. Hein. Donc, ils sont en full panic mode, enjoy the show. Tous les articles qui seront de fake. Ouais, donc voilà. Donc. Là, ça, pour le coup, ça marche. Chaque bien, attaque qui vous tombera dessus, prenez ça comme une médaille d'honneur. Une médaille d'honneur. Oui. Bah oui. Oui, et ça aussi, hein. Ça aussi, c'est 14 août. Donc,
Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons eu le ballon tout le temps. Nous avons eu le ballon tout le temps. Pensez à l'attaque. Pourquoi POTUS a-t-il été déplacé toute son opération hors de tout le lendemain de la réunion de l'Admiral Rogers, etc. TT, c'est la Trump Tower. Hors Trump de la Tower. Trump Tower. Le monde Parce nous que, bon, en regarde. Surveillé, quoi. Il était blindé. Il a été surveillé. En fait, ce serait l'admiral Rogers qui aurait, c'était Alexis qui s'était longuement exprimé là-dessus, qui aurait averti Trump justement du fait que toute sa campagne était sur écoute de la part du camp Obama, quoi. Mhm. Donc c'est intéressant. Le monde nous Ça, regarde. c'est les drops du 14 août. Voilà. Tout ça. Donc, et là, ce truc de. Là, il a été publié il y a 16 heures. Donc, c'était le 13 août. C'était pas vraiment un delta, mais bon, je pense que ça se comprend. Alors, du coup, les gars, on a parlé beaucoup de l'actualité. Je pense qu'on pourrait continuer à en parler parce qu'il suffit de regarder mon fil d'actualité. Toutes les 2 heures, il y a une nouvelle qui est plus grosse que la précédente sur ces histoires-là, en fait. Donc, voilà, ça c'est mon fil d'actualité, c'est n'importe quoi. Tiens, regarde, un autre post, ok? Regarde un petit peu la gueule du truc. Sans des patriotes comme l'amiral Mike Rogers, Obama et sa cabale s'en seraient tirés à bon compte. Au bout des 10 dernières années, vous avez assisté à une guerre de l'ombre. Il existe de bons au sein du gouvernement américain et ils se sont battus pendant tout ce temps. Nombre d'entre eux sont restés fidèles à leur serment et ont choisi de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis, qu'ils soient étrangers ou nationaux. Regardez le genre de poste qu'il y en a. On est clairement à une nouvelle étape, devant une nouvelle étape, on est d'accord? Ouais, d'ailleurs, il y a 2-3 semaines, je vous disais que je pensais que ça allait prendre longtemps, ce processus. Il est possible qu'encore une fois, je me sois planté et que ça soit plus rapide que... Là, je vois un peu la vitesse à laquelle les choses s'enchaînent. On va voir. Gardons les yeux ouverts parce que ça pourrait être rapide. D'ailleurs, je suis sûr que là, on va prendre des vacances. La semaine où on n'est pas là, on va être obligé de faire un live surprise ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, il y aurait matière à faire un live surprise parce que oui, effectivement, l'actualité évolue très très rapidement en ce moment. Il n'a pas l'air bien, Vladimir. Ah la vache. Ah ouais, il est pas bien. C'est con ça. C'était hier. Hein. Du coup, les gars, C'était après l'appel de Merz et Trump. Et en fait, Trump, il a clairement dit, il a dit, c'est très simple. De toute manière, nous, on va décider d'entre... Bon, je vulgarise. On va se rencontrer avec Poutine. On va décider d'un truc sur lequel on est tous d'accord. On va présenter ça à Zelensky. Si Zelensky ne le signe pas, en gros, je retire toute l'aide américaine. Je me retire complètement du conflit. Voilà. Ouais. Derrière, l'Union européenne, ils savent qu'ils peuvent rien faire. Et Zelensky, bon, il voit que sa fin est proche, quoi. Hein. Il voit que sa fin est proche. Après, bon, on était, je sais pas comment lui personnellement il peut sortir de cette situation, mais globalement il y a tout le système de corruption de l'Ukraine qui va tomber avec lui, qui est reposé justement sur sa présidence. L'Ukraine est en train d'être réglée. L'histoire à l'Iran, ça s'est calmé. Iran, Israël et tout ça. Alors, ça s'est calmé, tout est relatif. Mais c'est un sujet tellement polarisé que même si tout s'arrête, il y a des gens qui continueront à se prendre la tête, tu vois. Il y a ces histoires d'Azerbaïdjan, Arménie, où il y a eu une paix qui a été... Ça, on le mentionne pas, mais ça faisait des décennies qu'ils étaient en guerre là-bas. Et puis, il y a un accord de paix qui a été signé. Trump c'est pas rien. Ça, ouais. C'est bien parce qu'on entre dans le vif du sujet du temple de Salomon. Ça aussi, chose qu'on va voir à partir de septembre, parce qu'encore une fois, j'ai tiré un fil rouge, tu sais, tu tires et ça vient petit à petit et d'un coup, tu sais, ce fil rouge, il est accroché à plein de tuyaux, des poupées, des trucs, des choses, tu vois, et toi, tu tires, ça reste, tu tires plus fort, ça reste. Et quand tu tires un coup, il y a tout qui lâche. C'est un petit peu ce qui est en train de m'arriver avec cette histoire de temple de Salomon, parce que c'est en train de changer totalement ma perception de ce qu'on vit, en fait. De ce qu'on vit et c'est quoi le but derrière. Je remarque, en gros, l'objectif des gens comme Trump ou des gens comme l'État profond, c'est le même finalement, c'est-à-dire trouver une façon de construire un monde qui peut survivre sans devoir suivre les lois divines, c'est-à-dire pouvoir continuer à polluer la terre, pouvoir continuer à exploiter
la Terre, pas de vivre et coexister en harmonie, mais d'exploiter la Terre, comme si c'était, ouais, bref. Et donc, je remarque que c'est même pas par mauvaise volonté, c'est par ignorance, par incompétence, par arrogance. Donc, ce sont tout ça les éléments, les forces déchues, on va dire, tu vois. Et du coup, en voyant, c'est une avalanche de nouvelles informations, nouvelles compréhensions, et il y a plein de choses qui sont en train de changer. Moi, je vous dis, prenez aussi le temps de vous observer ces derniers temps, de voir votre rapport avec les écrans, parce que tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est connecté dans le sens où on est censé comprendre ce qui se passe, et plus on creuse, moins on comprend. Et moins on comprend, plus on entre dans l'état fragile de on n'a plus sur quoi s'attraper. Vous voyez ce que je veux dire? Plus de sol sous les pieds. Plus de sol sous nos pieds. Et donc ça, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, parce que de toute façon, il faut qu'on passe cette transformation. C'est inévitable. La question, c'est qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu deviens un papillon de jour ou un papillon de nuit? Tu vois? C'est ta transformation, c'est quoi? Exactement, ça t'emmène quoi? Parce que c'est le jour qui se lève. Donc, si tu es un papillon de nuit, il y a moyen que tu dois attendre un peu avant que ton heure arrive, tu vois. Vous comprenez mon exemple ou pas? Ouais, je crois. Après, là, tu ouvres un sujet qui y en a pour 2 heures de plus de live, hein, si jamais voilà, parce qu'après, tu as des trucs à dire, j'ai des trucs à dire, je suis pas d'accord avec ceci, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ah, en fait, on s'est pas compris. Donc, moi, je te propose qu'on la fasse, cette pause, et qu'on aborde tous ces sujets-là la tête fraîche avec après... À la nouvelle saison. Une petite... Voilà. Donc, nouvelle saison, ça promet, parce que on va parler du temple de Salomon et de tout cet aspect-là. Qu'est-ce que ces choses-là peuvent nous apprendre? Pourquoi? Parce que ces choses-là, elles sont très anciennes, elles ont existé et c'est quelque chose qui donne sens. Donc, si nous, on finit un jour par perdre nos repères, on peut utiliser ça comme repère pour que la réalité continue à avoir un sens autour de nous et qu'on ne soit pas victime de ce chaos. Il va avoir quoi d'autre? Il va avoir de l'aide plus concrète sur comment éviter de tomber dans tous les pièges qui nous sont tendus. Et il va avoir aussi nouveaux visuels, nouveaux génériques, plus de musique, enfin plus de choses. Et pour mettre en place tout ça... D'autres sujets aussi. Moi, à titre personnel, si on me pose la question, j'ai envie de parler d'autre chose que tout ça, quoi. C'est vrai que Salomon, c'est un sujet qui est super intéressant. Il y a d'autres sujets qu'on peut aborder, notamment... on a fait des rencontres intéressantes qui parlaient de physique pendant le déco-tour. J'aimerais bien qu'on aborde ces sujets-là. Enfin. Fais-le. Fais-le. T'es marrant. Moi, c'est ce que je dis. Moi aussi, j'aimerais faire plein de choses, mais ma journée, elle a 24 heures et je peux pas préparer plus que ce que je fais déjà. Justement, il faut que je lève le pied. Donc, et ça, c'est un sujet, en plus, je te dis, moi, je suis pas aussi pertinent que toi. C'est à toi de voir. La compréhension multidimensionnelle de la réalité mathématique, voilà. Je te laisse poser le fil rouge parce que c'est... Ouais, je pourrais pas, moi, j'ai pas les compétences pour... Qu'est-ce que je voulais montrer? Je voulais vous conseiller fortement aussi quelque chose qui va vous mettre sur une bonne route, de regarder la quadrilogie de Guillaume Cahuzac sur... l'Égypte. Parce que c'est vraiment une série super intéressante et pertinente. Et en fait, je crois que Guilhem nous a gentiment offert l'introduction de notre série Révélation Y, qui commence avec le roi David. Et Guilhem, il part de l'Égypte jusqu'à Moïse. Et donc, d'une certaine façon... Et ça parle de la même chose, vu d'un point de vue de l'Égypte, pas de la civilisation judéo-chrétienne, entre guillemets. Tu vois, lui, il te parle de l'Égypte, qui est un des archétypes de civilisation, tu vois. Et franchement, en l'écoutant parler, je me dis, mais c'est pas possible, on est tellement synchro. Et donc, je vous conseille fortement de regarder ces 4 épisodes, ils méritent vraiment votre attention. Et aussi, on va certainement le recevoir bientôt pour lui poser des questions, etc. Et voilà. Les amis, j'espère que vous comprenez notre décision de devoir faire une petite pause maintenant. Une pause. C'est ça qui est drôle. Tu vois, le mot piège, c'est pas une pause. Je vais en chier d'ici septembre. Ça va être tendu, tu vois, au niveau du temps. Donc, juste dire pause et en ayant en tête ce que je dois faire d'ici là,
Mais par contre, ça vaudra la peine. Ça vaudra la peine parce que on entre dans cette nouvelle étape. Voilà. C'est un Rudy, Nico, entracte, dernier du mot. Du merci. coup, c'est un petit entracte. Ouais, je vais te laisser finir, Rudy, pour une fois, comme ça on change un peu. Vas-y. Bon, un petit entracte, justement, où les acteurs s'échangent, tout le monde se prépare pour une nouvelle scène, en quelque sorte. Prenez soin de vous. Prenez contact avec la nature, avec l'eau, si vous êtes au bord de la mer, de la rivière, si vous êtes à la rivière. Soleil, prenez un maximum de soleil. Prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. Et à très bientôt. Du coup, puisque j'ai le mot de la fin, soyez bénis et marchez en paix. Que la paix et la sagesse vous entourent, vous englobent, vous protègent et vous guident. Et on se retrouve en septembre pour le fameux trio. Et les gars, ça a été un honneur de faire ces 4 saisons ensemble. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais j'ai dû dire, c'est un honneur d'avoir à mes côtés Nikolai et Rudy. Et encore une fois, merci de ne pas m'avoir laissé tomber dans toutes sortes de folies, d'avoir été des garde-fous. Et j'espère que je l'étais aussi de mon côté. Merci. Merci à vous tous aussi pour l'honneur tout le est partagé. soutien. Merci pour le soutien financier. Merci, Selfo. Voilà. Je passerai les 2 semaines qui viennent à vous remercier. Voilà. Merci beaucoup.